Vous êtes sur Sud Radio et vous allez vivre une très belle étape du Tour de France, la deuxième de ce Tour de France 2025, la 112e édition, et on est avec toute l'équipe Sud Radio. Salut Quentin Cabanis. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Une très bonne étape qu'on va vivre aujourd'hui avec une arrivée assez bosselée, accidentée. Rémi Dos Santos, salut. Salut Alex, salut à toutes. On est avec Quentin Fredon, salut Quentin. Salut Alex, salut tout le monde. Et puis sur le bord des routes, dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, Pascal Chanteur et Vincent Barthaud. Salut messieurs. Bonjour à toutes et tous. Comment ça va? Nickel, ça va bien. Écoutez, on a eu un temps exécrable depuis le départ. Les coureurs ont pratiquement au départ perdu entre 20 et 25 degrés suivant les endroits où ils se trouvaient. Donc ouais, c'est dur pour eux, même si maintenant la route est sèche. La route est sèche, mais elle commence un petit peu à s'accidenter cette route. Vincent Barthaud, bonsoir Vincent, comment ça va? Ça va bien les gars, ça va bien, mieux que les coureurs en tout cas, parce que nous on est un peu à l'abri, mais eux, même si ça s'est levé un peu entre deux, depuis le départ, c'est vraiment des conditions qui sont pas top. Ouais, on vient de passer la côte du Haut-Pichot et on a vu des petits regards entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar notamment. Rémi Dos Santos, quelle est la physionomie avant d'attaquer les infos? Où est-ce qu'on en est dans cette deuxième étape du Tour de France? 28 km avant Boulogne-sur-Mer, avant l'arrivée de cette deuxième étape, avec un gros groupe maillot jaune désormais, puisque dans la côte du Haut-Pichot, Tim Wellens, le coéquipier de Tadej Pogačar, a accéléré, suivi tout de suite par Vingegaard, avec donc Pogačar dans la roue du Danois. Donc ça s'est déjà jaugé entre les deux grosses formations de ce Tour de France, et ça a pas mal écrémé, mais les principaux leaders sont là: Van der Poel, Jasper Philipsen, le maillot jaune, Wout van Aert est là également. Voilà, il y a pas mal de monde encore, mais ça a fait une cassure. Il y a un deuxième peloton avec notamment Anthony Turgis qui porte le maillot vert aujourd'hui, qui est à une dizaine de secondes. Ça devrait se reformer. Ouais, une cassure qui pourrait se reformer rapidement. Pascal? Alors, écoutez, ça va faire l'élastique, hein. Ils vont rentrer, ils vont sauter, ils rentreront peut-être certainement, ils sauteront derrière, et à un moment donné, ils ne rentreront plus. Ouais, c'est vrai que le final n'arrête pas. C'est les véritables montagnes russes, droite-gauche. Ça monte, ça descend, route étroite, route un peu plus large, centre. Agglomération, donc et ça va crescendo, s'accélérer. Ouais, Vincent, et d'ailleurs il y a deux côtes à quelques kilomètres de l'arrivée, la côte de Saint-Étienne-au-Mont et la côte d'Outreau. Elles vont faire mal, hein. Oui, surtout celle de Outreau, hein. Elle est vraiment à un peu plus de 10%. Elle est vraiment très près de la ligne d'arrivée, et je pense que même s'il va y avoir un petit peu de dégâts avant, je pense que celle-ci peut faire une décision. Un homme seul peut essayer de s'extraire de ce peloton, hein. Oui, et ce sera à suivre évidemment dans quelques minutes sur Sud Radio. On va revenir aussi sur les informations, les dernières informations du monde du sport, avec évidemment une belle tendance vélo aujourd'hui encore une fois sur Sud Radio, avec déjà cette première étape que l'on a vécue hier, Rémi Dos Santos, une arrivée remportée au sprint comme prévu. Ouais, et comme souvent ces dernières années, c'est Jasper Philipsen qui a levé les bras. 10e victoire sur la grande boucle pour le Belge, idéalement lancé par ses fusées Mathieu Van Der Poel et Caden Groves. Alpecin de Koenig qui a eu tout juste hier dans une fin de course complètement folle avec des bordures qui ont provoqué des cassures et un débours déjà pour certains leaders, à commencer par Remco Evenepoel. Et puis une journée marquée par l'échappée de nombreux Français. Ouais, et notamment Matteo Vercher qui a chuté de manière peu banale. Hier, il était en tête avec Benjamin Thomas, et au sommet du Mont Cassel, deuxième difficulté de la journée, les deux coureurs étaient au sprint, et en lançant son vélo pour passer devant, Benjamin Thomas a perdu le contrôle de sa machine et il est tombé. Il a glissé sur les pavés poussiéreux, il est tombé, emmenant Matteo Vercher à la chute. Et malheureusement, ils ont perdu la tête du coup et ont terminé tranquillement, heureusement, sans rancune, comme l'a expliqué Matteo Vercher à l'arrivée hier soir. Oui, on écoutera évidemment tout à l'heure Matteo Vercher. Pour l'équipe Cofidis de Benjamin Thomas, il y a une un peu plus grande mésaventure. Oui, parce que certes Benjamin Thomas a eu le maillot à pois, mais il y a eu plus important dans la nuit, puisque le camion de l'équipe nordiste a été cambriolé la nuit dernière. Le butin est très important. 11 vélos de la formation Cofidis ont été dérobés, valeur unitaire 13 000 €, au-delà bien sûr du préjudice moral. Et puis les sports, c'est également le football. L'exploit de l'équipe de France de foot. Hier à l'Euro 2025, les filles de Laurent Bonadei ont battu l'Angleterre, championne d'Europe en titre, 2-1 grâce à des buts de Marie-Antoinette Catoto et Sandy Baltimore. Elles affronteront le Pays de Galles mercredi pour déjà potentiellement valider leur billet pour les quarts.
Et voilà, avec donc aussi du Paris Saint-Germain qui est en demi-finale. Et la saison 2024-2025 du PSG se poursuivra encore quelques jours. Les Parisiens ont battu le Bayern 2-0 grâce à Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Ils affronteront le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Merci beaucoup Rémi Dos Santos. Revenons un tout petit peu sur l'étape d'hier. À froid, Vincent Barthaud, Pascal Chanteur. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première étape ? Qu'est-ce que vous retenez de cette première étape, Vincent ? Ce que je retiens tout simplement, c'est que ça a été une étape très usante avec le stress. On a vu tous les coureurs avant de partir, les directeurs sportifs. L'étape elle-même a été difficile. Il y a eu beaucoup de vent. Franchement, ça a été une étape où je peux vous garantir que les gars, ils ont bien dormi le soir. Donc aujourd'hui, on a eu plein de départs, plein de pluie aussi. Donc avec l'étape d'hier, mais ça a été une belle étape parce qu'on a eu un beau vainqueur et simplement un coureur comme Evenepoel qui, à mon avis, a perdu 40 secondes et a perdu le maillot jaune parce qu'il pouvait l'avoir en première semaine avec ce contre-la-montre quand on va arriver à Caen, et pour lui c'est vraiment une déception. Une grande déception, et ça aurait pu être dur aussi hier pour Matteo Verchet et sa petite chute. On va l'écouter, le coureur de la Total Energy, avec quand même le sourire à la fin de cette première étape du Tour de France. C'est pas ce qui s'est passé, c'est un fait de course, voilà, ça arrive. Je pense qu'en jetant le vélo, il a été déséquilibré et du coup on se trouve au sol, mais voilà, je pense que je suis allé voir, on s'est discuté, on s'est mis d'accord, il n'y a pas de polémique à faire derrière, on va reprendre le départ de demain, c'est ce qu'il faut retenir. Ouais, voilà, il y a pas de problème pour Matteo Verchet et cette petite chute avec Benjamin Thomas hier. Pascal Chanteur, qu'est-ce que tu retiens de cette première étape, toi qui es au contact des coureurs? Est-ce que tu confirmes ce que disait Vincent, déjà de la fatigue dès la première étape? Oui, écoutez, première étape du Tour de France, c'est ce que nous avons dit hier pratiquement durant tout le direct. Première étape, pratiquement systématiquement tout le temps dans l'agglomération, beaucoup de virages, beaucoup de ronds-points, beaucoup de relances, donc beaucoup de stress, du vent, à découvert à certains moments. Tous les coureurs savaient pratiquement qu'à un moment donné, l'endroit où je vous avais cité à quelques kilomètres de l'arrivée, tout le monde était plus ou moins prévenu. Après, vous savez, la largeur de la route, elle ne fait que quelques mètres, et quand vous êtes 184 coureurs, eh bien vous pouvez pas mettre tous les coureurs à l'abri, et donc à un moment donné, la vitesse augmente et immédiatement, il y a des cassures qui se forment. Et après, pour les coureurs, il y a des coureurs qui frottent moins que d'autres. Il y a des coureurs qui sont habitués parce que ils ont l'habitude de faire les classiques de début de saison. C'est à peu près le même style de course. Vous avez des coureurs qui n'ont pas du tout cette même appréhension. On a vu l'expérience de Lenny Martinez. Lenny n'est pas du tout malade, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, il était incapable de frotter et de rester au sein du peloton. Et c'est immédiatement la sanction. Vous savez, quand pendant 2h30 vous faites que des relances et que vous êtes toujours le cœur pratiquement, comme on dit, dans la boîte à gants, c'est-à-dire au maximum, eh bien à un moment donné, vous ne pouvez plus suivre, et c'est ce qui s'est passé pour certains. Ça a été une première étape dantesque. Rémi Dos Santos, un petit point sur la course, sur cette deuxième étape, avec encore une fois à l'arrivée, près de l'arrivée, il n'y a pas de groupe de tête. Non, on est depuis le sprint intermédiaire à Enoch, à peu près 50 km de l'arrivée. Les derniers échappés ont été repris par le peloton, qui s'est d'ailleurs disputé le sprint, les points restants de ce sprint avec les candidats au maillot vert. Et donc oui, on a un très gros groupe, ça s'est reformé. Il y a quasiment tout le monde dans ce peloton principal, mais évidemment à quelques kilomètres de la côte de Saint-Étienne-au-Mont, on est en train déjà de se placer pour le final, parce qu'il faudra être très bien placé dans les dernières difficultés. Et vous allez vivre ça dans quelques instants sur Sud Radio. Ce sera l'Oriette. On va essayer de déterminer quel type de coureur peut s'imposer aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer. Les dernières difficultés, vous allez les vivre en direct sur Sud Radio. Certains parlent de difficultés, d'autres y voient des opportunités. C'est dans un instant sur notre antenne. À tout de suite. Vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du rugby et du Tour de France, bien évidemment. Ben oui, on s'entend pour ça. Des formations professionnelles. C'est l'habitude, effectivement. Plus de 2500 mètres de dénivelé positif aujourd'hui pour cette deuxième étape du Tour de France. Et l'arrivée à Boulogne-sur-Mer, 20 km, un peu moins maintenant, 18 km à parcourir. Un groupe de tête, un peloton, mais surtout des lâchers, et des lâchers importants. Rémi Dos Santos, des coureurs qu'on verra
probablement pas sur le sprint s'il y en a un à Boulogne-sur-Mer. Ouais, et on parle notamment bien de Tim Merlier, d'Arnaud Delis, donc deux sprinters. Alors un Tim Merlier qui était peut-être pas en capacité d'aller gagner au sommet de l'arrivée, mais Arnaud Delis aurait pu peut-être avoir ses chances. On a aussi des lâchés comme Michael Storer ou Alexander Vlasov, dont des coureurs qui sont plutôt à l'aise en montée. Storer était pas bien toute la journée. Mais Storer, voilà, on sent qu'il y a des coureurs qui sont en grande difficulté depuis le début de ce Tour de France. Et entre le peloton qui mène donc la course et le premier groupe de lâchés, parce qu'il y en a plusieurs, il y a déjà 45 secondes d'écart, donc il y aura encore un gros débours pour certains coureurs aujourd'hui. Oui, parce que là, il va y avoir la côte de Saint-Étienne au Mont, il y aura la côte d'Outreau, et puis il y en a une dernière qui part répertoriée. Vincent Barthaud, Pascal Chanteur. Vincent, c'est l'arrivée en fait à Boulogne-sur-Mer, 1,5 km à un peu plus de 5%. Elle n'est pas répertoriée, mais tout le monde sait que le final est difficile. Oui, mais tous les équipiers savent que justement c'est pas un final facile. L'arrivée elle est aussi difficile. Alors, je vais revenir vite fait sur Tim Merlier tout à l'heure. Il a roulé, hein, c'est pour ça qu'il est lâché. Il a roulé pour protéger Evenepoel avant la première ascension et il sait très bien que c'est pas un final qui lui convient. Donc effectivement, là on va vite être renseigné. Hein, dans pratiquement 7 km, on ne sera plus qu'à 10 km de l'arrivée et il va y avoir la côte de Outreau et celle justement dont vous parlez là, à l'arrivée, qui est un faux plat montant, qui va se passer tout en force, mais il va falloir vraiment que ça soit un sprinter puncher qui l'emporte aujourd'hui, style Van Der Poel, qui est un des grands favoris, mais on ne sait jamais. Hein. On a vu aussi tout à l'heure Wout van Aert, même s'il a roulé pour Vingegaard, Wout van Aert, c'est une arrivée qui peut lui convenir. Ouais, c'est vrai que c'est une arrivée qui peut convenir à pas mal de coureurs. Je me dis que ce serait peut-être le bon moment de faire cette petite oreillette. Qu'est-ce qu'on en pense? Allons-y. Sud Radio fait son tour de France. Dans l'oreillette. Ici Clarence, à vous, terminé. Itinéraire, je te capte plus là. Roger. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Allô. Félicitations, 9 bons pronostics sur 11 dimanche dernier. L'oreillette Sud Radio, c'est notre façon à nous de faire nos pronostics, puisqu'on est dans le peloton, hein, pourquoi pas, avec Vincent Barthaud, Pascal Chanteur, avec Rémi Dos Santos, Quentin Frodon et Quentin Cabanis. On va essayer de se poser une question assez simple. Qui va remporter cette étape? Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre oreillette? On rappelle qu'hier, Pascal Chanteur et Rémi Dos Santos ont remporté cette oreillette en ayant eu comme petit filon Jasper Philipsen. Ça c'est toi qui le dis. Moi je parle d'expertise, Vincent Barthaud. Pascal Chanteur, c'est toi qui inaugure du coup cette oreillette, puisque tu es le tenant du titre. Dans ton oreillette, on te dit qui, Pascal, pour cette arrivée particulière aujourd'hui à Boulogne? Mathieu Van Der Poel. Alors pourquoi Mathieu Van Der Poel? Parce qu'on voit déjà les équipes qui sont en train déjà de préparer l'arrivée sur les deux dernières difficultés et bien sûr la difficulté de la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, pratiquement beaucoup de coureurs la connaissent parce que c'est une arrivée qui se passe très souvent sur les 4 jours de Dunkerque. Donc ils la maîtrisent parfaitement. Elle est terriblement difficile parce qu'il faut bien doser son effort pour ne pas coincer à 200 mètres de la ligne d'arrivée ou 100 mètres de la ligne d'arrivée, donc c'est très important. Et puis pourquoi Mathieu Van Der Poel? Parce que il a la tunique jaune, donc son équipe est en train de rouler, va accélérer au fur et à mesure avec les autres équipes de leaders du classement général, et je verrai bien Mathieu Van Der Poel attaquer dans l'avant-dernière côte avec le classement général, c'est-à-dire un Vingegaard ou un Pogacar, et je les verrai bien arriver à 3 ou 4 au pied de cette dernière ascension. Voilà. Ok, c'est noté. Rémi Dos Santos, tu es aussi tenant du titre de cette oreillette, donc c'est à toi de t'illustrer. Et donc on te dit qui? Eh bien, dans mon oreillette, on me dit aussi Mathieu Van Der Poel. Ah, mais en fait, les deux fois de suite, il parle derrière Pascal et il donne le même nom, donc ça va, faut arrêter. C'est faux parce que hier, c'est Rémi qui a attaqué en premier. Voilà, c'est de mauvaise foi, monsieur Cabanis. Évidemment. Vous dites ça parce que Jonathan Minal n'a pas gagné hier. Ah bah oui. Il a gagné le deuxième. Il gagnera pas aujourd'hui. Il gagnera pas aujourd'hui non plus. Non, Mathieu Van Der Poel, c'est une vraie étape de classique et Pascal a eu tous les arguments qu'il fallait. Alors je vois peut-être pas cette arrivée à 3 ou 4. Je la vois un peu plus en nombre un peu plus important. C'est une vingtaine de coureurs. Mais ça va être un sprint de costaud et je pense, vu ce qu'il a montré déjà hier, que Mathieu Van Der Poel sera plus fort. Dans ton oreillette, on te dit qui, Vincent Barthaud? Alors, on me dit aussi Van Der Poel, mais c'est dingue.
Ceci dit, non, comme on arrête la course, c'est bon. On l'a dit aussi hier. Mais ceci dit, Van Der Poel, il y a un petit désavantage quand même aujourd'hui. C'est Pascal l'a bien dit, c'est l'équipier de Philipsen. Et moi, je trouve que les Alpecin de Koenig ont beaucoup roulé, forcément derrière l'échappée tout à l'heure. Donc il y en a beaucoup qui vont être usés sur le final. Mais voilà, Van Der Poel est pris un peu entre deux feux, soit faire conserver le maillot jaune pour Philipsen, soit essayer d'aller gagner l'étape. Mais attention, Philipsen, rappelons aussi qu'il a gagné Milan-San Remo et il est capable d'aller gagner quand même un final comme aujourd'hui aussi. Ça ressemble un petit peu avec le Poggio, tout ça. On est un peu sur une arrivée qui ressemble pas mal à Milan-San Remo. Ça tombe bien parce que ça me permet d'aller dans mon oreillette aussi. Dans mon oreillette, on me dit Jasper Stuyven aujourd'hui, parce que moi aussi ça me fait penser à Milan-San Remo et c'est un coureur que j'apprécie. Et je pense que on a vu tout à l'heure la Lidl travailler, on a vu Quinn Simmons travailler un petit peu devant. Je sens bien Jasper Stuyven. Voilà, je mets une petite pièce encore une fois. Moi je prends des risques contrairement à vous qui êtes dans la facilité, mais moi je suis un peu plus audacieux, semble-t-il. Quentin Cabanis, dans ton oreillette, on te dit qui? Moi je vais être beaucoup plus audacieux. Il y a une équipe qu'on va rouler là, qui est devant, c'est l'équipe de Guilhermet. Et lui, si jamais il arrive à passer la bosse, il peut être là et il peut aller chercher le maillot aujourd'hui. Donc tu vois Guilhermet qui a souffert il y a quelques instants. Ouais, mais il est là encore. Il est encore aux avant-postes là. Je viens de le voir. Je pensais pas du tout à lui. Je pensais pas du tout à lui. Et je viens de le voir. Et du coup, je me suis dit, tiens. Le mec est influençable au possible. Les EF roulent là. Du coup, tu vas mettre Nelson Paoles? Pourquoi pas? Non, mais je lâche pas un nom improbable non plus, hein, bien sûr. Nelson Paoles, attention. Hein. Ah ouais, mais non, c'est possible. C'est possible. De toute façon, c'est le début du tour. On peut en mettre plusieurs. Hein, Pogacar alors. Mais attends. Pourquoi s'il y a une arrivée à 3 ou 4, pourquoi pas? Totalement une arrivée qui peut lui permettre. Quentin Fredon, dans ton oreillette, on te dit qui? Alors, messieurs, dans mon oreillette, on me dit Tadej Pogacar. Parce que. Mais tu vois, voilà, je lui ai soufflé. Messieurs. Tu te rends compte s'il a pas gagné depuis au moins une étape sur le Tour de France? Messieurs, le record d'étape sur une édition du Tour de France, c'est 8 étapes. Je pense que c'est un des objectifs pour lui et que demain c'est une étape tranquille avec très peu de montée et du plat. Pourquoi pas mettre une première banderille aujourd'hui et déjà prendre le maillot jaune? Ouais, et d'ailleurs, tiens, dans quelques kilomètres, on va dépasser les 15%. Ça va être très intéressant du côté de Saint-Étienne-au-Mont pour cette arrivée dans quelques kilomètres à Boulogne-sur-Mer. On va faire une petite pause maintenant, Quentin Cabanis, comme ça on est tranquille pour suivre la fin de l'étape et on se retrouve dans un instant. C'est maintenant sur Sud Radio pour cette deuxième étape du Tour de France. Jasper Philipsen, il a sauté à l'instant, effectivement. Pascal Chanteur, Vincent Barthaud, on est à moins de 10 km de l'arrivée, Rémi Dos Santos, et ça travaille très dur à la groupe AMFDJ qui essaye de mettre un énorme rythme au début de la côte de Saint-Étienne-au-Mont. Ouais, la côte de Saint-Étienne-au-Mont qu'on vient de démarrer à l'instant et ça a roulé très fort en bas de cette côte, 1,1 km seulement, mais à près de 10% de moyenne, avec 200 mètres à 15%, ça roule très fort. Ben Illy vient de lâcher également, ça c'est une surprise, ça roule très fort, ça va être très dur de sortir. Aussi derrière, ça met du rythme. Là ça monte très 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 fort. Vincent Barthaud, énorme braquet, énorme rythme imposé. Oui, on y est passé tout à l'heure. Je peux vous dire que vraiment, des fois, on se rend pas bien compte à la télévision. Mais nous, quand on était dedans avec Pascal tout à l'heure, c'est vraiment du pourcentage. C'est pas très long, mais ça fait très mal. Il reste pratiquement que 500 mètres d'ascension et on voit pratiquement les prétendants à la victoire aujourd'hui, c'est-à-dire Wout van Aert, c'est-à-dire Van Der Poel et c'est-à-dire aussi Pogacar. Exactement. Tige Benoît est devant, Van Der Poel en 2, Pogacar en 3, Vingegaard est dans la roue de Pogacar. Et aussi Evenepoel qui a l'air d'être revanchard par rapport à hier. C'est Romain Grégoire qu'on voit. Est-ce que c'est bien lui qu'on voit C'est bien lui. C'est bien lui qu'on voit à la 6e, 7e position, bien placé. Mais il y a qu'un seul UAE, il y a que Pogacar. Tige Benoît il se range. Attention, Tige Benoît se range. Rémi Dos Santos. Et Mathieu Van Der Poel a pris les devants. Il s'est tout de suite retourné, Mathieu Van Der Poel, pour voir qui était derrière lui, quels sont les écarts, parce que évidemment on a roulé sans se retourner et là il est en train de regarder un petit peu ce qui se passe. On est dans les gros pourcentages et ça accélère encore du côté de la Visma. C'est Matteo Jorgensen qui prend le rythme avec Pogacar dans sa roue, et dans la roue de Pogacar il y a Vingegaard. Mathieu Van Der Poel est encore là. Où est Wout van Aert? Et Wout van Aert il est pas là. Remco Evenepoel s'approche. Il a sauté, il est à Pogacar, Van Der Poel, Vingegaard, Evenepoel. Et puis il y a aussi notre Français de la Française des Jeux, le petit Grégoire.
Et oui, on le voit effectivement, il y a un Arkea aussi qui est en train de se battre derrière. Et ça déjà, ils sont plus que 6. Ah ben ça y est Pascal Chanteur, on a constitué un groupe de tête. Il y aura encore une côte pour se départager dans ce groupe de tête, mais ça y est, il y a exactement 7 coureurs, Pascal. Il va y avoir une quinzaine de coureurs qui vont se regrouper et dans la prochaine bosse, les champions vont sortir pour aller pour la gagne. C'est sûr. La composition de ce groupe, Rémi Dos Santos, Matteo Jorgensen et Jonas Vingegaard pour la Visma, Tadej Pogacar pour UAE, Remco Evenepoel pour la Soudal Quick-Step. On a Romain Grégoire pour la Groupama FDJ, Mathieu Van Der Poel pour Alpecin de Koenig, et il y a un Ineos, me semble-t-il, qui vient de rentrer. Oui. C'est Kevin Vauquelin. Ah, c'est l'Arkea, pardon, c'est Vauquelin, pardon. Ouais. De loin, j'ai cru que c'était Ineos, mais on a 2 Français donc dans ce groupe de 7. Ouais, intéressant. Et maintenant, petite descente, petit replat, et on rattaque la côte d'Outreau. Dans quelques instants, Vincent Barthaud. Alors ça bouleverse quand même pas mal nos oreillettes parce qu'on n'a pas de à part Mathieu Van Der Poel, on n'a pas de sprinter ou simili sprinter. Oui, mais il y a un petit écart de 7 à 8 secondes, mais encore une fois, moi je trouve que les Français, faut qu'ils attaquent maintenant. Ils sont pas dangereux au classement général, donc on peut les laisser partir. Et justement, le petit Grégoire tente une échappée là. Ouais, on le sent bien, Romain Grégoire, effectivement. Romain Grégoire qui ça profite pour lui, ça peut le faire pour lui. Par contre, il faut qu'il soit esselé, Pascal Chanteur. Romain Grégoire. C'est entre champions. Là, il n'y a plus personne qui peut sortir, ça roule trop vite. Là, ils vont pas se regarder. Là, il y a un groupe qui va revenir de derrière. Et puis dans la prochaine bosse, ça va partir pour la gagne. Donc là, oui, il va relancer Romain. Là, il peut relancer, mais regardez, tout de suite, Van Der Poel, il est aux aguets. Vingegaard, Pogacar, ils sont là, ils maîtrisent le sujet. En plus de ça, Vingegaard a un équipier, donc ça va se mettre à la planche maintenant. Il y a un 3e Français dans ce groupe, et Axel Laurence est rentré après, donc j'ai eu un peu d'avance sur l'Ineos, mais on a donc 3 Français dans ce groupe: Axel Laurence d'Ineos, Romain Grégoire de Groupama FDJ, Kevin Vauquelin d'Arkea BNB Hotel. Et puis là ça va très vite, plus de 80 km/h, impossible de sortir sur cette section là où en plus on récupère quelques forces avant d'attaquer Outreau. C'est court mais c'est très très long, enfin c'est très long, non c'est très très dur, pardon. C'est court mais dur. On parle de 800, alors certains disent 800 mètres, d'autres 1 km à 8% de moyenne. Vincent Barthaud, là aussi toi tu disais c'est celle-là toi qui t'a le plus impressionné tout à l'heure. Oui, celle-là, mais en fait, les 3 dernières, quand vous les enchaînez, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment avoir du punch, il faut vraiment aussi rester bien placé. Tout dépend si tu as encore tes équipiers à côté, 1 ou 2, qui peut te sauver, justement, pour t'emmener dans la descente, pour le faire le moindre effort possible, et puis d'essayer derrière d'attaquer dans la côte d'Outreau. Mais j'espère qu'un de nos 2 Français, que ça soit le petit Vauquelin ou le petit Grégoire, puisse essayer d'attaquer. Ils sont pas dangereux pour le classement général, donc on peut peut-être gagner cette étape aujourd'hui, mais encore une fois, ça va pas être évident. Effectivement, et on sur. Il caresse les pédales. Ah, il est facile, Mathieu Van Der Poel, Pascal Chanteur. Ah mais oui, non mais Van Der Poel là, il va pas faire de quartier. Regardez-le, il est avec Vauquelin et on voit dans les relances. Là, il va faire temporiser pour voir comment les champions vont se comporter du classement général. Mais il va être là. Et puis là, les champions du classement général vont attaquer. Et encore une fois, attention à Evenepoel, j'ai l'impression qu'il est revanchard par rapport à hier. Il veut vraiment essayer de réduire la perte de temps qu'il a eu hier pour le contre-la-montre, pour espérer de porter le maillot jaune. Je crois qu'aujourd'hui, là, il va vraiment essayer de viser la victoire et de partir avant l'arrivée. Ouais, et effectivement, on voit un UAE. Alors qui est-ce exactement? Jonathan Narvaez. C'est ça, c'est Narvaez qui est là, qui est revenu, qui essaye, donc qui fait un petit peu de rythme pour empêcher peut-être une potentielle sortie. C'est-à-dire que Pogacar aussi doit donner quelques consignes, j'imagine, ou pas, Rémi Dos Santos? Il doit se protéger aussi, se protéger. Si Van Vingegaard attaque, il est capable d'aller le chercher. Il reste 350 mètres dans cette côte d'Outreau. Exactement, mais ça permet aussi de contrôler le rythme et de pas se faire surprendre. On sait jamais, parce que Van Der Poel menait ce groupe. Narvaez est passé devant pour justement imprimer un rythme certainement qui fera un peu plus plaisir à Pogacar et empêcher peut-être encore une fois de se faire surprendre par une attaque. Mais là, pour combattre la pointe de vitesse de Mathieu Van Der Poel, faut sortir maintenant, Pascal Chanteur. Pas le choix. Non, là c'est encore un peu trop tôt, mais je pense qu'il va y avoir une attaque d'ici quelques hectomètres. Attaque du petit Vauquelin, justement. L'attaque de Kevin Vauquelin qui vient accélérer à peu près 250 mètres du sommet de la côte d'Outreau. Il a raison de toute façon, Kevin Vauquelin. Il faut qu'il tente quelque chose. C'est certainement en solitaire qu'il peut essayer de l'emporter.
Et on a l'impression aussi, au vu de cette avant-dernière ascension, qu'on va peut-être changer de maillot jaune, on va peut-être changer de leader. On reprend Rémi Dos Santos sur le commentaire. Oui, parce qu'il est bien sorti et c'est Oscar Onley qui essaye de le suivre, mais c'est pas évident. Il est bien sorti. Kevin Vauquelin, il a mis un ou deux vélos d'écart avec le Britannique de l'équipe Picnic Post-NL, mais ça s'est pas relevé derrière. Enfin, ça s'est pas levé de la selle du côté de Pogačar, de Van Der Poel. Il passe au sommet de la côte d'Outreau en tête, Kevin Vauquelin, mais malheureusement l'écart n'est pas fait. Et Jasper Philipsen, on le voit derrière ce groupe, qui est en difficulté, qui va passer bientôt la ligne. Il ne gagnera pas le maillot jaune aujourd'hui. Ça paraît compliqué effectivement. Et Guermet qui a un souci sur son vélo, pareil éliminé. Binyam Guermet éliminé de cette de ce sprint qui pourrait se constituer. Et attaque de Vingegaard. C'est l'attaque de Jonas Vingegaard. C'est surprenant ça. Il attaque dans la descente de Jonas Vingegaard. Qu'est-ce qu'il espère en faisant ça? Qui espère faire une erreur peut-être, une erreur à Pogačar. Il a été suivi par Remco Evenepoel et Pogačar est en 3e position. Pogačar, il a l'air quand même solide, il suit toutes les attaques pour l'instant, mais voilà, dès la 2e étape on commence à avoir une explication entre leaders. Vincent Barthaud, qu'est-ce qu'il a voulu faire là, Jonas Vingegaard? Il veut montrer qu'est-ce qu'il veut faire? Il a juste voulu s'assurer, vous savez, après la montée, la descente elle n'est pas très bonne, il y a beaucoup de petites bosses sur la route, il faut rester toujours concentré et c'est pour ça qu'il préfère prendre de l'avance plutôt que d'être dans les roues et de chuter. Et là c'est sinueux, c'est Kevin Vauquelin qui en remet une encore une fois. Il a un nouveau. Il y a un petit gap il essaie de combler l'écart, mais derrière c'est un Visma qui est sorti, certainement Jorgenson, et il va pas collaborer bien évidemment. L'idée pour Jorgenson c'est de rester dans la roue pour soit il y a une trentaine de mètres et il y a un coureur derrière qui est en train de se refaire. Je me demande si c'est pas Romain Grégoire qui est en train de se refaire. C'est un de la FDJ en tout cas je crois. Non c'est un FDJ, c'est pas Romain Grégoire non. Non c'est pas un FDJ. C'est pas un FDJ. Ah non c'est pas un FDJ non. C'est Remco. Non, c'est Israël. C'est un Israël. Ça peut être un Lewis Husky peut-être s'il a réussi à passer les côtes. Mais ouais, et du coup on est trois. Il y a 3 hommes à l'avant désormais, Kevin Vauquelin, Matteo Jorgenson et un Israël première tech. On va rapidement voir qui est avec Lutsenko. Alexei Lutsenko. C'est un bon nom ça aussi. Quand on est trois comme ça, il y en a 2 de trop parce qu'il reste 3 km, on se regarde et ça va permettre au peloton, enfin le peu qui reste derrière, ils sont une petite vingtaine, 20-25, ça va permettre de faire la jonction. On pense que tout va se jouer dans la dernière ascension. Le Visma roule. Et il collabore Jorgenson. Vauquelin a demandé et Jorgenson s'est mis devant pour prendre le rythme. Par contre Lutsenko il attend, il reste planqué et l'objectif pour l'ancien coureur d'Astana ça va être de surprendre. Enfin il met un faux rythme Jorgenson, il regarde beaucoup derrière. J'ai pas l'impression qu'il ait non plus mis une grande vitesse. Ce groupe là qui va être absorbé dans quelques instants, on a l'impression par le peloton. 2,7 km de l'arrivée, Rémi Dos Santos. Et ce trio tête en effet qui va être repris, c'est Narvaez qui roule devant pour le coéquipier de Tadej Pogačar. Ça y est, la jonction est en train d'être faite. C'est Lutsenko qui mène ce groupe, mais voilà, ça va s'arrêter. Il reste 2,5 km. On peut dire qu'on aura un nouveau maillot jaune à l'arrivée à Boulogne, puisque Philipsen a définitivement été lâché. Et ça repart encore avec un Red Bull Bora, mais finalement ça va pas durer bien longtemps. On a même João Almeida maintenant qui est en train de rouler pour ramener Tadej Pogačar et le groupe jaune, le groupe des leaders. C'est Lipovic qui est parti, le coureur de la Bora. Ouais, à surveiller quand même Lipovic. C'est maillot blanc peut-être. Il a perdu du temps hier, il a des choses à faire aussi, Florian Lipovic. Exactement. Mais c'est quand même c'est l'anarchie sur cette arrivée. Chacun joue sa carte. Il y a quasiment plus d'équipiers. Pogačar avec Almeida et Narvaez avaient déjà travaillé. Vingegaard était avec Jorgenson et Jorgenson c'est presque pas un coéquipier. Et après il y a les Ineos avec Geraint Thomas et Axel Laurence, mais de la même manière ça joue pas forcément le podium. Donc là c'est chacun un peu pour sa poire et Lipovic il a un petit peu d'avance. Et il y en a un qui a pas besoin de réagir depuis tout à l'heure, c'est Van Der Poel. Il regarde ce qui se passe. Oui, et Narvaez qui roule pour Pogačar. On a l'impression que Pogačar veut faire ce sprint. Vraiment, c'est une arrivée qui lui convient. Il veut vraiment gagner cette étape. Ouais, impressionnant en tout cas ce qui est en train de se passer avec des petits dodanes qui font bouger les caméras des motos et Narvaez qui s'écarte. Narvaez. Il n'y a plus que João Almeida pour aller chercher Florian Lipovic. Il crée un petit écart même João Almeida. Ça roule très très fort là dans ce groupe. On est en file indienne. Florian Lipovic il a peut-être 2 secondes d'avance sur le groupe des leaders, même pas. Il va se faire reprendre et on est à pas tout à fait, on n'a pas encore passé la flamme rouge, mais déjà on a quelques petits pourcentages. On est sur un vrai faux plat déjà. On déroule le tapis rouge à Mathieu Van Der Poel ou pas, la Pascal Chanteur?
Bah écoutez, il est en 4e position. UAE Emirates fait le boulot pour Pogačar. Ça va jouer entre Pogačar et Van Der Poel. Hein. Et ben c'est maintenant sur Sud Radio. C'est plus rapide. Entre Pogačar et Van Der Poel, est-ce que ça va se jouer entre les deux hommes? Rémi Dos Santos, les 700 derniers mètres. Jean Almeida qui mène toujours ce groupe à 700 mètres de l'arrivée. Florian Lipowitz il s'égare et il ne pouvait pas suivre ce rythme. Et du coup, eh bien, ça va se jouer en nombre. Julien Alaphilippe est plutôt bien placé. On n'en a pas parlé de Julien, mais il est là. Tadej Pogačar est là et Mathieu Van Der Poel qui vient sortir le premier dans la roue de Julien Alaphilippe qui a tenté de surprendre, mais Van Der Poel il a l'air facile dans les roues du double champion du monde. Derrière Van Der Poel il y a Pogačar et on est à 500 mètres maintenant de la ligne. C'est toujours Julien Alaphilippe qui mène ce groupe. Il s'est décalé Julien pour regarder ce qui se passait et il s'est même il s'est remis dans les roues. Van Der Poel, Pogačar, Vingegaard, Oscar Onley est là. On a Félix Gall et Romain Grégoire qui sont en embuscade également. Il a l'air fort Mathieu Van Der Poel alors que Kevin Vauclin vient à hauteur. Ouais, il a l'air très très fort. Il a l'air très très fort, il est le long des barrières. Avec attention Vauclin et Pogačar, ça se donne des petits coups d'épaule pour se placer dans la route du Néerlandais. Et Vingegaard qui s'est décalé par peur au cas où d'une potentielle chute. C'est ça le danger, il reste 100 mètres. Et c'est parti, Van Der Poel qui a lancé le premier, il est devant, il est solide, il est très fort. L'Alpecin de Koenig qui a gagné hier, qui va s'offrir à doubler la victoire de Mathieu Van Der Poel qui a résisté au retour de Tadej Pogačar. 2 sur 2 pour Alpecin et nouveau maillot jaune sur les routes du Tour de France. Mathieu Van Der Poel est le nouveau leader du classement général. Et Pogačar allait très vite. Vincent Barthaud, il allait vraiment vite à des Pogačar aujourd'hui. Oui, exactement. Et on l'a vu dans les derniers kilomètres. Il voulait vraiment gagner cette étape. C'est une arrivée qui lui convenait. Mais encore une fois, on l'a bien dit avec Pascal que Van Der Poel sur une arrivée comme ça, il est imbattable. Il a préparé le Tour de France. Il a fait les classiques. Il a su bien se reposer. Et encore une fois, voilà, il s'est fixé un objectif de gagner l'étape sur le Tour en plus de prendre le maillot jaune. On l'avait vu l'autre jour. Il a fait un énorme contre-la-montre pendant le Dauphiné libéré. Il a montré qu'il était vraiment très fort. Et encore une fois, c'est bien joué de sa part. C'est vraiment un mec qui a une classe à l'état pur. Pascal Chanteur, il était le favori, il a confirmé, il a assumé ce statut. Mais écoutez, depuis les 25 derniers kilomètres, nous n'avons vu que lui. Il a toujours été aux avant-postes, il était toujours en avant-garde et prêt à sauter sur tout ce qui bougeait. Et puis dans le final, il a bénéficié d'un travail de la UAE pour Pogačar et il lance le sprint. Et en plus, il adore ça, le long des barrières, lancer le sprint. Il a un tel punch et il est capable de monter tellement haut dans les tours et au niveau cardiaque que il est irrésistible tout simplement. Et comme l'a dit Vincent, on l'avait déjà dit hier. Mais il a fait de cette première semaine du Tour de France un objectif. Il s'y tient et pour le déloger maintenant, ça va être très 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 difficile. Et si je peux me permettre, ce qui est impressionnant chez Van Der Poel, c'est le calme. Il s'est retrouvé celui dans le final. Il n'a pas eu peur de prendre la tête. Voilà, c'est vraiment la sérénité. Le mec, il est sûr de lui. C'est incroyable. Non seulement il a la force, il a la classe, mais en plus il a un sens de la course sur un final qui est impressionnant. Et pourtant il y a du monde à côté. Il y avait quand même Pogačar qui va vite au sprint aussi. Tadej Pogačar, il allait très vite même. Et il a montré sa vitesse une nouvelle fois. Alors il voulait évidemment cette étape, Pascal Chanteur, mais il envoie aussi un petit signal à tout le monde en montrant qu'il est déjà très fort. Ah oui, non, mais déjà, lors du Dauphiné, on voyait bien qu'il faisait des efforts et qu'il avait travaillé pour préparer cette première semaine du Tour de France. Il a peaufiné sa préparation lors du Dauphiné. Après le Dauphiné, quelques semaines encore, il a dû aller en stage en altitude pour être au top niveau à 110% dès la première semaine. Et il se loupe rarement lorsqu'il prépare des objectifs. Et là, jusqu'à Mur de Bretagne, on va voir du Van Der Poel tous les jours. Ouais, c'est clair, c'est sa deuxième victoire sur le Tour pour Mathieu Van Der Poel, le top 5 de l'étape aujourd'hui. Rémi Dos Santos, composé de
Même le top 10, victoire, on peut même aller jusqu'au top 10. Le top 10, allez, la victoire donc de Mathieu Van Der Poel devant Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. C'est la deuxième fois en un mois que les trois finissent aux 3 premières places d'une étape. C'était la première étape du Dauphiné il y a quelques semaines. 4e place pour Romain Grégoire, encore un Français au pied du podium. Julien Alaphilippe 5e, Oscar Only 6e, Aurélien Paré-Pinte 7e, Kevin Vauquelin 8e. On a 4 Français dans le top 10. Simone Velasco, l'Italien 9e et Jeno Bergmos finit 10e. Et voilà, quand même Julien Alaphilippe, Romain Grégoire, on a 2 coureurs encore dans le top 5 effectivement. Vincent Barthaud, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est bien, c'est vraiment très bien. Là. À un moment, en plus, on a été surpris de voir Julien Alaphilippe. On peut pas tout voir non plus, mais je trouve que pour un gars qui revient, qui était absent du Tour l'an dernier, qui s'est préparé merveilleusement bien, aussi sur un Dauphiné, je pense que là, il nous surprend avec lui. Comme quoi, c'est des arrivées qui lui conviennent aussi. Et c'est vrai que Alaphilippe a perdu un petit peu de punch par rapport à ses meilleures années. Mais encore une fois, il fait une belle place aujourd'hui. Et s'il y avait eu un petit peu de temporisation, il aurait pu peut-être aller chercher cette victoire. Mais encore une fois, Van Der Poel était imbattable. Je disais tout à l'heure, un peu en rigolant, prépare la voiture. Qu'on avait un peu déroulé le tapis rouge à Mathieu Van Der Poel parce que il y a eu des petites attaques successives, mais rien d'ultra tranchant. Et Mathieu Van Der Poel a pu assister à ça et profiter du travail de la UAE. Mais alors comment on aurait pu faire vaciller un peu plus Mathieu Van Der Poel aujourd'hui, Vincent? C'est difficile, la preuve. Il s'est retrouvé esselé. Il avait Philipsen dans son équipe qui était maillot jaune. Donc à un moment, vous savez, c'est quand tu as ton maillot jaune dans l'équipe et que tu es capable ou tu peux aller gagner une victoire d'étape, ça se discute au briefing le matin. On dit attention, d'accord, tu peux gagner, mais on a quand même le maillot jaune, on peut peut-être encore le garder. Philipsen, c'était une arrivée finalement un peu trop dure pour lui, mais après il a pris les choses en main. Van Der Poel, il s'est retrouvé esselé, mais c'est incroyable la sérénité qu'il a. Il panique pas, il hésite pas. Non seulement quand il voit que ça devient dangereux, il n'hésite pas à quand même rouler seul en tête. Voilà, il ne cherche pas à se replacer en 3, 4e, 5e position pour essayer de récupérer un peu. Non, il reste devant, il est sûr de lui. Et c'est à la force que ça se fait. Et à un moment, il s'est dit, allez hop, je lance le sprint. Il a vraiment une tonicité dans les muscles. Et même Pogačar qui était dans sa roue, n'a réussi à remonter qu'au pédalier. Et c'est vous dire que Van Der Poel est vraiment un des meilleurs punchers au monde, si ce n'est le meilleur. Ouais, très impressionnant aujourd'hui Mathieu Van Der Poel. Dans un instant sur Sud Radio, on fera un point aussi sur le classement général de ce Tour de France et vous verrez, il y a déjà des favoris très bien placés dans le top 10. Après donc ce succès de Mathieu Van Der Poel dans cette deuxième étape du Tour de France entre Louvain-Planck et Boulogne-sur-Mer, 209 km,1 d'abord sous la pluie puis sous le soleil, mais ça a terminé grâce avec énormément de mouvements grâce à des belles côtes placées juste avant l'arrivée à Boulogne-sur-Mer. À tout de suite sur Sud Radio. Vous êtes sur Sud Radio, on vit le Tour de France après le succès donc de Mathieu Van Der Poel sur l'arrivée de la deuxième étape de la Grande Boucle. C'était à Boulogne-sur-Mer. Il s'est imposé devant Tadej Pogačar et en 3e position de cette arrivée Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard, pardon, c'est sur le classement général. En 3e position. Si, c'est lui qui fait 3 aussi. C'est quand même, il a quand même montré un peu une belle pointe de vitesse. Et il a montré qu'il a tenté. Alors est-ce que c'était aussi pour éviter la cassure, une potentielle cassure sur le final, éviter de perdre 2-3 secondes bêtement? Est-ce que c'était pour jouer véritablement la victoire? Je suis pas sûr. Mais voilà, il a montré qu'il était capable d'aller vite. Il l'avait montré l'année dernière en battant Pogačar au sprint sur une étape. Et quand on regarde le classement général, Rémi Dos Santos, quel est-il à l'issue de cette deuxième étape du Tour de France? Le maillot jaune reste chez Alpecin de Koenig, mais c'est Van Der Poel désormais qui en est le possesseur. 4 secondes d'avance sur Tadej Pogačar, 6 sur Jonas Vingegaard. Ensuite, on a 3 hommes à 10 secondes. Kevin Vauquelin, Matteo Jorgensen, Henrik Mas, il est toujours là. La chute de Philipsen à la 7e place, il est désormais à 31 secondes. Et ensuite, c'est 41 secondes pour les 8, 9 et 10, Blackmore, Johannessen et Ben O'Connor. Voilà. Ce qu'on peut donc souligner, c'est que parmi les coureurs qui hier étaient dans le bon groupe et ceux d'aujourd'hui aussi dans le bon groupe, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a que Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Kevin Vauquelin et Matteo Jorgensen et Henrik Mas, c'est tout. C'est les 6 premiers du classement. C'est voilà. Ça, les 6 premiers du classement ont été dans les 2 bons groupes sur les 2 étapes sur 180 coureurs. Ce qui est quand même à souligner que seulement 6 ont réussi à être à chaque fois dans le bon wagon. Vincent Barthaud,
marteau. Oui, puis ça c'est pratiquement quelques-uns dont vous avez cité qui seront sur le podium à Paris. Mais quand on regarde aujourd'hui le sprint aussi de Pogačar, s'il l'avait emporté aujourd'hui, il prenait le maillot jaune. Ça veut dire qu'il aurait été obligé de faire travailler son équipe, alors qu'on est au début du Tour de France. C'est quand même incroyable. C'est un mec, il a une soif de victoire aussi, ce Pogačar. Il calcule pas. On est à peine au bout de 2 jours. Il essaie déjà de prendre le maillot jaune pour faire travailler son équipe. C'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, les mecs, ils calculent pas, ils cherchent pas à préserver un petit peu de leur force. On gagne et puis on réfléchit après. C'est incroyable. Ouais, quand tu vois le travail de Narvaez aujourd'hui là pour mettre de la vitesse d'étape aujourd'hui, il va pas à moitié avec son équipe aussi. Il faut le suivre, Tadej Pogačar. Il est peut-être presque corrosif sportivement pour ses coéquipiers dès le début du Tour de France, Vincent. Oui, et puis après ça nous étonne pas quand on le voit la soif de victoire qu'il a dans les classiques. Il calcule pas en fonction du tour, il court, il gagne, il prend le départ, il veut gagner. Et là quand même. On est sur le Tour de France, donc à un moment il pourrait se dire oh là là, on fait que de commencer, je vais pas prendre le maillot jaune tout de suite, je suis dans la route Van Der Poel, je fais 2. Non, on a bien vu qu'il a voulu gagner cette étape, mais encore une fois, s'il avait revêtu le maillot jaune, ça voulait dire que toute son équipe aurait fallu qu'elle travaille déjà demain, alors qu'on est qu'au 2e jour du Tour de France. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai que qu'est-ce qui t'impressionne le plus, toi, Pascal? C'est Jonas Vingegaard qui termine quand même sur le podium d'une telle étape, ou Tadej Pogačar qui était encore une fois capable d'aller s'imposer? Non, mais comme l'a dit Vincent, Tadej, il aime la bagarre, il aime la compétition, il aime la gagne. Aujourd'hui, il était là pour gagner. Il n'a pas pensé à maillot jaune, pas maillot jaune. Non, c'était passer le premier sur la ligne. Par rapport à ses équipiers, vous savez, ses équipiers, pratiquement chacun d'entre eux pourrait être leader dans n'importe quelle équipe du World Tour aujourd'hui. Donc à partir de là, il a une équipe qui est incroyable. Ils l'ont montré depuis le début de l'année, et ça c'est juste impressionnant. Et alors oui, il les fait rouler, mais ils ont l'habitude. Rappelez-vous en début de saison sur les courses World Tour, sur les classiques, les équipiers ils prennent la course à leur compte au bout de 180 km de l'arrivée, et ça leur fait pas peur. Ils sont habitués aujourd'hui. Donc à partir de là, banco, on y va. Hein. Ouais, assez impressionnant quand même. Oui, Vincent. Oui, non, et puis après, si on veut revenir sur ce phénomène qui est Van Der Poel, on sait tous que le Tour de France, c'est loin d'être sa course favorite. Hein. C'est pas du tout sa tasse de thé. Il l'a dit plusieurs fois. Moi, le Tour de France, ça me passionne pas. Quand on sait que c'est un gars qui a été multiple champion du monde de cyclocross, qui adore les classiques, le Tour de France, lui, comme il dit, à part gagner les étapes et de porter le maillot jaune, j'ai rien à y gagner. Donc vous savez, quand vous venez sur un Tour de France, que ça dure 3 semaines, c'est pas évident de gagner des étapes, et c'est encore moins évident de porter le maillot jaune. Donc lui, il se fixe cet objectif-là. Et au bout de 2 étapes, il le remplit. T'es en train de nous dire qu'il va encore une fois pas le finir? C'est ça que t'es en train de nous dire? Non, je suis pas sûr qu'il va pas le finir parce que on n'est pas dans l'année olympique où à un moment il a essayé de gérer pour être champion olympique de VTT et autres. Non, je pense que de toute façon, il va faire des étapes. Il veut le finir. Il peut va gagner faire à Paris. Il va faire des étapes. Il va faire des étapes tranquilles. Il va prendre de la caisse. Puis il va toujours progresser. Mais c'est pas le Tour de France qui le passionne. Il l'a dit haut et fort. Et c'est incroyable quand vous savez qu'il y a plein de coureurs dans le Tour qui rêvent de gagner l'étape, qui rêvent de porter le maillot jaune. Lui, non seulement ça le fait pas bander, mais il arrive à tout faire. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable effectivement, Mathieu Van Der Poel aujourd'hui qui s'impose. Pascal Chanteur, pour une équipe comme la Alpecin de Koenig, là, 2 victoires en 2 étapes, 2 porteurs de maillot jaune différents, ils écrasent ce début du Tour. Ça représente quoi quand on est directeur sportif d'une telle équipe? On a vu là, dernièrement il y a la série Netflix qui vient de sortir, et on voyait, pour ceux qui ont eu l'occasion de la regarder, on voit bien le stress que l'équipe et que les dirigeants et que le service course, les directeurs sportifs, avec
comme pression lorsque la victoire n'était pas au bout. Ils ont mis un certain temps avant de gagner leur première étape. Là, aujourd'hui, déjà hier, même s'il n'y avait pas eu la victoire aujourd'hui avec Mathieu, c'était déjà gagné. Beaucoup de stress d'envoler. Et à partir de là, le Tour de France devient beaucoup plus facile. Oui. Parce que vous n'avez pas ce stress de la recherche de la victoire absolument. Et là, aujourd'hui, ils vont pédaler dans le bonheur, parce que c'est le moins qu'on puisse dire. 2 maillots jaunes, 2 étapes, ils trustent pratiquement tous les maillots. Donc à partir de là, ça va continuer. Et ouais, parce Pascal. que, en l'occurrence, c'est exactement pareil qu'une équipe, lorsqu'elle perd un premier coureur, eh bien c'est très difficile de revenir en état de marche. Eh bien là, c'est l'effet inverse. Quand vous gagnez la première étape, derrière ça va tout de suite mieux. Et Pascal, tu te souviens pas, mais ce matin, au départ, quand on a parlé avec Adrie Van Der Poel, qui était avec Eric Van Der Arden, ils sont sur le Tour de France pour un sponsor, voilà. On a discuté avec Adrie Van Der Poel et il a dit effectivement ce que vient de dire Pascal. Ça y est, l'équipe de Koenig-Alpecin a sauvé son tour. On a gagné l'étape, on l'a sauvé. Et voilà, ils ont non seulement en gagné une deuxième et en plus porté le maillot jaune. C'est formidable. C'est franchement très très impressionnant du côté de l'Alpecin de Koenig qui fait un début de Tour de France assez exceptionnel, peut-être même au-delà des espérances, même si c'est vrai que quand le parcours est sorti à Dos Santos, on s'est quand même assez rapidement dit là il y a moyen de faire Philipsen Van Der Poel, et la présence notamment de Caden Groves dans cette équipe aussi pour aider à faire ce doublé avait du sens, hein. Ah, mais c'est une équipe qui est taillée pour remporter ce genre d'étape. Elle a l'un des meilleurs sprinteurs du monde, qui est Jasper Philipsen, emmené par un sprinter qui est largement dans le top 10, Caden Groves, et avec un des meilleurs coureurs, si ce n'est le meilleur coureur du monde sur un jour, Mathieu Van Der Poel, qui va vite au sprint, qui est bon dans les côtes, qui a du punch, etc. Vas-y. Ce collectif Alpecin est tout simplement monstrueux. Il est construit pour gagner ce genre d'étapes, ce genre de jours de course qui sont Vincent le disait, Mathieu Van Der Poel, il s'en fout du Tour de France, mais ça, ce sont des courses de classique en fait. Oui, c'est dans le compte de global du Tour de France, mais ça c'est une Ardennaise. Et les Ardennaises, c'est pas les Flandriennes, mais ça reste des courses que Mathieu Van Der Poel peut gagner. Donc voilà, ce sont des courses qu'il adore et il les court quasiment comme ça, lui et même Alpecin. Et ils ont une telle science de la course et un tel collectif que ça va au bout. Et je tiens à préciser rapidement, quand il dit il s'en fout du Tour, attention, il est très respectueux du Tour de France, il est très respectueux de tous les autres coureurs, c'est ce que nous disait son papa ce matin, mais voilà, le Tour de France, il sait très bien que pour lui c'est impossible à gagner. Il ne gagnera jamais, donc il vient, voilà, et là il est bien parti pour gagner, pour garder le maillot jaune, à mon avis. Jusqu'à quand? Je pense qu'il va le perdre au moment du contre-la-montre quand même, parce qu'il y a très peu d'écart par rapport à Evenepoel et par rapport à surtout Pogacar qui n'est qu'à 4 secondes. Donc voilà, mais voilà, il a réussi son Tour de France, et je peux vous garantir, et Pascal l'a bien dit aussi tout à l'heure, on peut s'attendre encore à ce qu'il gagne encore au moins une étape du côté de Mur de Bretagne. Ouais, ou à Rouen, hein. Ou à Rouen aussi, parce que c'est très dur. Cette première semaine est pour lui. Mathieu Van Der Poel, 2 victoires. À chaque fois qu'il a gagné sur le Tour de France, il a pris le maillot jaune. Ouais, c'est vrai, parce qu'on se rappelle de Raymond Poulidor de ce maillot qui avait été remis, je crois, par Raymond Poulidor. Enfin, c'était. Ils avaient un maillot en hommage à l'équipe Mercier de Raymond Poulidor. Il avait gagné avec Salah la 2e étape du Tour 2021. Il avait pris le maillot jaune à Julien Lafilippe. On me dit justement dans l'oreillette que Poupou vient de le féliciter. Ah voilà, c'est beau. C'est très beau. En tout cas, on s'est régalé sur cette arrivée de 2e étape. On va continuer d'en parler sur Sud Radio, puisqu'on va faire le conseil de classe dans quelques minutes. Et puis on se projettera sur la suite de cette première semaine. Tiens, jusqu'à quand il peut le garder, ce maillot jaune? On se posera la question. On fera le détail étape par étape sur cette première semaine, qui est en fait un peu plus qu'une semaine. On va aller jusqu'au mardi d'après. Ça promet vraiment pour ces premiers jours de course. Et puis on évoquera toutes les étapes avec de la précision, quelques chiffres à vous donner avant de recevoir tout à l'heure Jérôme Bergot, auteur d'un magnifique livre qu'on vous coûtera tout à l'heure et que vous pourrez gagner sur Sud Radio. À tout de suite. Vous êtes sur Sud Radio, on vient de vivre la 2e étape du Tour de France et le succès de Mathieu Van Der Poel du
côté de Boulogne-sur-Mer le lendemain de la victoire de son coéquipier Jasper Philipsen. Ça fait donc 2 victoires pour l'Alpecin de Koninck. Le maillot jaune reste dans la formation d'Alpecin de Koninck, mais change d'épaule de Philipsen à Mathieu Van Der Poel dans une très très belle deuxième étape et même on va dire spécifiquement la deuxième partie de l'étape qui était un peu plus casse-pattes où on s'est régalé. On est avec Vincent Barthaud, Pascal Chanteur, Quentin Cavanis, Quentin Fredon et Rémi Dos Santos. Rémi, le top 15 de cette étape qui vient de se conclure du côté de Boulogne-sur-Mer. La victoire donc de Mathieu Van Der Poel, tu viens de l'annoncer devant Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. C'est un podium royal à Boulogne-sur-Mer. 4e place pour Romain Grégoire, le premier français, juste devant Julien Alaphilippe. 6e Oscar Onley devant 2 autres français, Aurélien Paré-Peintre et Kevin Vauquelin. Simone Velasco termine 9e devant Jenno Berkmus, le Belge. 11e place pour un autre français, Alexandre Delettre de la Total Energy. Henrik Mas 12e, Santiago Buitrago 13e, Marc Hirschi 14e et Joao Almeida 15e. Et cette 11e place pour Alexandre Delettre, premier Tour de France de sa carrière. Il était il y a quelques instants au micro de la team Total Energy. Écoutez la surprise presque d'Alexandre Delettre de terminer dans ce groupe des favoris. Quelle finale, t'arrives aux portes du top 10 avec les leaders dans un final assez incroyable. Ouais, c'est sûr que c'était l'ambition aujourd'hui de jouer la gagne. J'avoue que si on m'avait dit que j'allais arriver avec une quinzaine, vingtaine de champions, j'aurais signé. Mais putain, je suis un peu déçu parce qu'en fait, dans le final, j'y croyais quand même. J'ai voulu la jouer malin au plus possible. Je commençais un peu à cramper. Mais j'essaie de jouer au plus malin dans le sprint et je me fais enfermer. Je mets un gros coup de frein à 250 mètres. Je pense que c'est ce qui me manque, une bonne place, une meilleure place en tout cas. La gagne, je pense que je l'avais pas dans les jambes. Physiquement, j'étais à fond. Mais une meilleure place, ça aurait été cool. Mais bon, c'est de bonne augure pour la suite, de jouer avec les meilleurs sur des arrivées punchy comme ça. Ouais, ça me fait plaisir, ça me met en confiance. C'est mon premier gros résultat à haut niveau. Et d'autant plus sur le Tour de France. Voilà, maintenant j'en veux encore plus. Et je sais que ça va arriver si je continue de m'accrocher et de me battre. En tout cas, je tiens à remercier les gars qui ont fait du bon boulot, surtout Emilien, qui m'a placé parfaitement au pied de l'avant-dernière montée, ce qui m'a permis de basculer avec les meilleurs. Voilà donc pour Alexandre Delettre, l'ancien coureur de Saint-Michel Mavic Aubert 93, qui vient de signer donc son meilleur résultat en World Tour. Vincent Barthaud, Pascal Chanteur, il avait fait 4e aussi du championnat de France il y a quelques jours. Alexandre Delettre en belle forme pour un coureur qu'on connaît forcément un petit peu moins. Pascal, Pascal, tu peux répondre? Vas-y, mon grand. Non mais je peux répondre. Franchement, non mais le petit Delettre, en étant Aubert, c'est pas les mêmes moyens. Voilà, on n'a pas les mêmes courses, on n'a pas le même programme, les mêmes entraînements. Là, il est tombé dans une équipe à Total Energy où il est en bonne main. Il a fait d'autres courses, il a fait aussi d'autres plans d'entraînement. Donc il est mis, il faut pas se cacher, dans de meilleures conditions. Et puis voilà, le résultat arrive. Alors après, certes, c'est une 11e place. Faut quand même la faire sur le Tour de France, mais on l'a vu l'autre jour au Championnat de France. Il a très bien marché. Voilà, c'est un jeune à devenir qui peut-être sur des courses d'un jour nous montrer qu'il a de très bonnes qualités. Ouais, Pascal Chanteur. Alexandre a démontré déjà depuis le début de l'année qu'il était un très très bon coureur. Notamment sur région Pays de la Loire, sur le Tour. Oui, bien sûr, et sur les Coupes de France, mais pas que ça soit au Dauphiné et ailleurs. Mais aujourd'hui, en fait, la course, elle est assez simple. Il suffisait d'être bien placé, d'abord assez simple, je m'entends. C'est-à-dire d'abord d'avoir des bonnes jambes, chose qu'il a depuis déjà quelques temps. Et puis ensuite, ce qu'il faut, c'est être bien placé dans les moments stratégiques, ce qui a été le cas lors de l'avant-dernière difficulté, l'avant-avant-dernière difficulté. Et à partir de là, il a accompagné. Et puis c'est tout de suite simple. À partir du moment où vous avez les bonnes jambes et que vous êtes capable de pouvoir suivre les meilleurs, ça se fait automatiquement. Et après, comme il l'a expliqué, il a joué de malchance un petit peu pour le sprint où il s'est fait un petit peu enfermer et il a été contraint de mettre un doigt sur un frein. Et à partir du moment où vous êtes obligé de freiner un petit peu votre effort, immédiatement vous le payez cash. Et c'est ce qui lui vaut une place bien meilleure au classement de l'étape. Oui, voilà, il a terminé à cette 11e place, Alexandre Delettre. Si je peux me permettre, Alexandre, je suis pas loin du podium. Je viens de voir 2 juniors
monter sur le podium. Le premier, c'est Van Der Poel. Vous auriez vu la joie qu'il avait, le visage poupon, vraiment très heureux de gagner cette victoire. Aussi, il est content. Hein. Ouais, et de gagner, de prendre ce maillot jaune. Puis alors tout à l'heure, on vient de voir le deuxième, Pogačar, toujours avec la même tronche d'un vrai gamin, super heureux. Le mec, il s'est battu, il a le maillot à petits pois. Ouais, c'est que d'habitude, il peut pas le porter vu qu'il a le jaune au-dessus, tu vois. Il peut pas faire à poids. Il peut pas faire l'étape avec le rouge, tu vois. Oui, on le voit avec. C'est vrai. Mais vous auriez vu leur approche du podium, ils se sont mis à discuter entre eux. C'est vraiment deux bons copains, ils s'entendent bien, ils se font pas de cadeaux, on l'a vu sur le sprint, mais c'est incroyable, les gars. C'est vraiment beau à voir. Ah non, mais on a eu quand même sur ces deux premières étapes que des très très belles arrivées avec que des champions, que des monstres. Hein. Et quand on voit, comme tu le disais, hein, Rémi Dos Santos, le top 15 aujourd'hui, il y a du très très lourd. Hein. Il y a tout simplement les meilleurs coureurs de la planète, en tout cas ceux qui sont sur le Tour, évidemment. Il manque quelques noms, mais pas beaucoup. Il manque peut-être un Mats Pedersen qui aurait eu clairement eu ce rôle d'arbitre devant Vingegaard entre Pogačar et Van Der Poel. Quand tu me parlais en off du profil type du vainqueur, moi je t'ai cité Mats Pedersen parce que c'était totalement une arrivée pour lui. Mais oui, sinon il y a tous les meilleurs et c'est agréable de voir que les coureurs sont, même ceux pour le général, sont à fond dès les premières étapes. Aujourd'hui c'est obligatoire, hein, évidemment, mais ça montre que vraiment la préparation est optimale et dès les premiers kilomètres du Tour de France, on a des grosses batailles. Avant de basculer dans quelques minutes, oui, Vincent. Non, juste Pascal. Parce que j'entendais Mats Pedersen. La télévision, ça, comment je pourrais dire, ça ne donne pas du tout la même physionomie du relief. Et je peux vous dire que l'arrivée était terriblement difficile. Et à la télé, ça donnait pas du tout cela. Ça écrase un peu les choses. Et je pense que aujourd'hui, que ça soit Vingegaard, Pogačar, comme j'entendais sur les pronostics, à un moment donné, je me suis posé quand même la question qu'un Pogačar était tout à fait capable de ruiner les objectifs de Van Der Poel. Et donc d'ailleurs, c'était vraiment très dur cette arrivée. Encore bravo Pascal et Rémi. Vous aviez Mathieu Van Der Poel, ça fait 2 oreillettes consécutives. Hein. Et moi Vincent, t'as dit Mathieu Van Der Poel, oui c'est vrai, t'as dit Mathieu Van Der Poel. Moi j'aurais bien 2-1. Non mais moi parce que ce pronostic-là avant Paris, je veux le gagner. Oui, non mais attends, tu sais quoi, je vais faire un comptage, hein, je vais sortir un bon vieux fichier Excel et on va faire les comptes et le gagnant il sera célébré comme il se doit. Oui, on est mal. Je vais arrêter peut-être avec mes oreillettes farfelues. Oui, mais du coup on va faire le classique quoi. On va mettre Pogačar toutes les semaines, toutes les étapes, il y aura bien une, on aura bon quoi. Non, parce qu'on instaurera une règle. Je pense que le vainqueur à partir de maintenant, le vainqueur de l'étape précédente, s'il y en a un, aura la primeur du choix. C'est-à-dire que si demain Pascal par exemple nous dit Mathieu Van Der Poel, les autres ne pourront plus le prendre. Voilà. Ce sera un coureur chacun. Un coureur chacun, ça peut être. Du pronostic, là. Hein. Ah ouais, oui, mais si on dit tous le même à chaque fois, bon, tu me diras. Quand c'est le gagnant, c'est bon. Le Tour de France est imprévisible. Donc on va rester sur la règle de base et on verra bien. De toute façon, si on dit tous le même. Jasper Stuyven, oui, parce que nous, de toute façon, on a un retard à remonter. Oui, nous faut qu'on tente des trucs. Nous, on va être obligé de, on a les deux locomotives, la Rémi Dos Santos et Pascal Chanteur, ils sont absolument injouables. Mais c'est la deux conneries que tu vois, ils s'échangent les victoires sur les premières étapes et puis quand la montagne va arriver, on les verra plus. Et voilà, c'est peut-être comme ça que ça va. Je compte pas jouer Jonas Ricard pour l'arrivée à Luzardiden, hein, quand même. Ah ouais. Ah bon, ouais, très bien. Jonathan Milan à Otakam, non, c'était pas ton truc. Non, pas vraiment. Très bien. Mais Quentin peut-être. Non, peut-être effectivement. Faisons un petit point sur les maillots distinctifs, le classement des maillots distinctifs. Rémi Dos Santos. Mathieu Van Der Poel est maillot jaune, il a 4 secondes d'avance sur Tadej Pogačar et 6 sur Jonas Vingegaard. Jasper Philipsen est toujours en vert, 71 points pour le Belge, c'est 17 de mieux que Binyam Guermé, son dauphin. Le maillot à poids, on l'a dit tout à l'heure, c'est Tadej Pogačar, 3 points, 1 de plus que Tim Wellens, Benjamin Thomas et Jonas Vingegaard. Le meilleur jeune, c'est un Français, Kevin Vauquelin, maillot blanc avec 30 secondes d'avance sur Joseph Blackmore. Et la meilleure équipe au classement général, c'est la Groupama FDJ désormais. Ouais, ça c'est intéressant. Et Kevin Vauquelin, un maillot distinctif, c'est sympa. Exactement. Super. Ouais, oui. Ce classement avec ce maillot blanc là, on est très content pour Kevin Vauquelin qui a tenté sa chance à plusieurs reprises, Pascal Chanteur, aujourd'hui. Ah non mais écoutez, vraiment il a tout tenté.
il n'a pas eu froid aux yeux, il a pas hésité, parce que vous savez, quand vous vous retrouvez dans l'avant-dernière difficulté à la même hauteur que Pogačar, qui est assis et qui regarde et qui supervise avec un Van der Poel dans la roue, avec un Vingegaard à côté, et que vous êtes capable d'en mettre une, ça veut dire que le gamin, il est très fort et il est bien dans sa tête. Donc ça, c'est quelque chose d'important, et il n'a pas fait que ça. Il a réattaqué à quelques 4-5 kilomètres de l'arrivée. Non, vraiment, Kevin Vauquelin, il est en super condition. Il l'a démontré déjà pendant le Tour de Suisse, au championnat de France. Donc non, chapeau. Et c'est très bien son maillot blanc. Ouais, son maillot blanc, c'est vraiment super. On est super content pour Kevin Vauquelin. Dans un instant sur Sud Radio, ce sera le conseil de classe de cette deuxième étape du Tour de France. À tout de suite. Vous êtes sur Sud Radio. On vient de vivre donc la deuxième étape du Tour de France avec le maillot jaune qui est toujours. C'est désormais Mathieu Van der Poel qui s'est imposé à Boulogne sur mer. C'est le temps des bilans donc de cette deuxième étape, et on va faire le conseil de classe. Sud Radio Sport, le conseil de classe. Le conseil de classe sur Sud Radio avec toute l'équipe, avec Vincent Barthaud, Pascal Chanteur et Rémi Dos Santos. On vous rappelle comment ça se passe. Il y a 3 catégories, les avertissements, les compliments et les félicitations. Et ce sont des équipes que l'on met dans ces catégories-là. On attaque tout de suite par les avertissements. Mais il en est bien incapable. Il a juste pas les couilles. Ça marche, donc tu vois, je te mets 4 à 5-0. Supplément va te faire cuire le cul à 45 degrés thermostat 6. Avertissement. C'est bien, Kevin, tu vas voir maman, elle va te faire un chocolat chaud. Voilà, c'est ça la table qu'il lui met dans le dos, regardez. Putain, mais il lui aurait chié dessus, ça aurait été plus respectueux. Quand Cavani's, bravo. Il y a quand même un passage de Pascal Chanteur au début qui est exceptionnel. C'est l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais c'est des choses qu'on aime garder. C'est incroyable. Bravo Pascal pour celle-là. Ouais, très très bien. Tu t'y attendais pas à celle-là, non? Non, je m'y attendais pas. Disons que la prochaine fois qu'il va me croiser, il sera moins souriant. Oui. Peut-être bien, effectivement. Alors, tiens, Pascal, tu vas inaugurer ça, puisque de toute façon, tu as déjà parlé dans le jingle, donc allons-y. Avertissement à qui aujourd'hui? La Bora-Hansgrohe. Red Bull Bora-Hansgrohe. On a vu Lipovitz pourtant, à un moment. Oui, mais Lipovitz, mais à un moment donné, Primož Roglič inexistant, on ne le voit pas. Il n'est pas tombé déjà. Il n'est pas tombé, mais pour une équipe de ce standing, début de Tour de France, inexistant, ils sont transparents, et voilà, c'est pour ça que je mets mon carton jaune. Et voilà, c'est le genre d'arrivée sur lesquels Primož Roglič triomphait ces 5 dernières années. Alors évidemment, il a pris de l'âge et il n'est pas en super forme, mais normalement, il est censé être à l'avant de ce groupe et pas à l'arrière. Ouais, effectivement. J'ai failli faire une mauvaise blague, donc je me suis retenu. Mais c'est à cause de Quentin. Là, il a activé le démon en nous. Là, c'est pas bien, Quentin, avec ce jingle de Pascal Chanteur. Vincent Barthaud, avertissement à qui? Moi, je vais mettre un avertissement à la Tudor. Parce que j'ai trouvé que... Top 5 de Julien quand même. Il fait 4 quand même. Oui, mais il est esselé. S'il avait eu... il était tout seul, les gars. Donc c'est un peu dommage quand tu connais l'équipe et que tu connais le final de cette arrivée qui correspond à Julien Alaphilippe, même si il est moins puncher que l'autre que les dernières années. Mais là, il s'est retrouvé esselé. Il avait personne. Vous l'avez vu à 300-400 mètres, il a été obligé de se découvrir un peu. Alors il fait une belle place, mais il a fait tout seul. Donc je vais leur mettre un avertissement. Faut toujours croire en Alaf. Très bien. Je crois toujours en Alaf, moi. Rémi Dos Santos, la Movistar, c'est ça? Non, je peux pas critiquer la Movistar. C'est toujours dans le top 10. Je peux pas. Il est pour l'instant dans les bons coups. Je trépide d'impatience. Pour l'instant, nous sommes dans la surprise. Les stratégies sont bonnes. Ils ont d'ailleurs les félicitations depuis hier, parce que c'est obligatoire. Du coup, avertissement à qui? Alors, j'allais dire Red Bull Bora-Hansgrohe aussi, mais je vais changer, je vais mettre Ineos. Parce que de la même manière, on voit pas cette équipe. Alors oui, Ghana est tombé, Ghana a abandonné, mais c'est pas lui qu'on attendait sur les 2 premières arrivées. Ils sont quand même pas trop présents. Certes, Axel Laurens a raccroché les wagons sur la fin de l'avant-dernière difficulté. Il a été très bon, mais
d'une manière générale, le collectif Ineos est inexistant. Carlos Rodriguez est une nouvelle fois lâché. Il n'est pas dans le bon wagon. Ils sont pas là. Ouais, effectivement. Donc avertissement à Ineos, avertissement à Red Bull Bora Hansgrohe et à Tudor. On va du côté des compliments. À l'époque, il n'y avait pas les Marvel et compagnie, hein, aussi les CTE, nos héros. Compliments. Restez dans ce que vous savez faire. Restez dans ce que vous savez faire. Oh, en 40 ans, personne n'a jamais parlé comme ça. Eh ben moi, je te parle comme ça. Eh ben bravo. Fais partie d'un cercle très fermé de ceux qui me parlent comme ça. Les compliments à qui, Vincent Barthaud? Moi, je vais complimenter la Groupama FDJ parce qu'on les a bien vus sur le final et on a bien protégé le petit Grégoire. Il va faire une 4e place, comme quoi on a vraiment cru en lui. Donc voilà. Il était bien, il était pas isolé lui, donc voilà, donc c'est une belle journée pour eux, je les félicite. Ouais, enfin tu les complimentes pour le complimente, pardon. Ouais. Effectivement pour la Groupama FDJ qui a bien travaillé. Hein, c'est vrai que Romain Grégoire, on le savait, hein, on pouvait cocher cette étape. Il a été au rendez-vous. Il fait 4e, c'est quand même un super résultat pour un coureur de 22 ans, le Franc-Comtois, qui a terminé aussi 2e du championnat de France il y a quelques jours. Il est en forme, hein, Romain Grégoire. Il y a pas de doute là-dessus. Compliment à qui, Pascal Chanteur? Arkea BNB avec Kevin Vauquelin, on en a parlé il y a quelques instants. Même si l'équipe, il était un petit peu esselé dans le final, mais on a vu tout au long de l'étape qu'il était bien protégé par ses coéquipiers. Donc, qui plus est que Arkea BNB est à la recherche d'un sponsor, donc ils montrent qu'ils ont envie de bien faire, ils ont envie d'exister sur ce Tour de France, donc et Kevin Vauquelin le démontre bien, donc tous mes encouragements, voilà. C'est comme ça qu'on va chercher un sponsor, Pascal Chanteur? C'est en gagnant des courses qu'on va chercher un sponsor et il en a gagné et il va en gagner encore et ils ont besoin d'exister et depuis le début de ce Tour de France, ils sont protagonistes durant les étapes. Donc c'est important d'être toujours dans le tempo et pour l'instant ils y sont. Ouais, on rappelle, et Kevin Vauquelin en tant que chef d'orchestre, eh bien il démontre qu'il a tout le potentiel pour être un grand leader. On rappelle Arkea Samsic, donc BNB Hotel, qui cherche un sponsor. Le coût de l'opération à peu près entre 25 et 30 millions d'euros par an, c'est le coût de fonctionnement de cette formation qui compte plus de 140 salariés. C'est pas que les coureurs, hein, c'est aussi beaucoup de salariés, des mécaniciens. Voilà, c'est une grande famille, une équipe vélo. On pourrait en parler un peu plus parce que 25-30 millions, c'est pas le budget, c'est le budget global. Oui. Mais pour un partenaire, c'est un peu moins. Mais on pourrait en parler quelques mots dans une prochaine émission, bien sûr. Avec grand plaisir. La semaine prochaine, on va dédier un quart d'heure sur la quête du sponsor d'Arkea Samsic avec grand plaisir, Pascal Chanteur. Compliment à qui, Rémi Dos Santos? Alors j'hésite entre UAE et Visma. Donc je vais choisir plutôt UAE parce qu'on a vu vraiment un équipier travailler pour son leader. Narvaez a dans un premier temps été lâché. Pogačar était seul dans le groupe de tête et Narvaez est revenu. Narvaez derrière a roulé, puis ensuite Almeida aussi a ramené le groupe sur Lipovic. Voilà, travail d'équipe pour mettre le leader en condition de gagner. Alors il est battu par Van Der Poel, mais voilà, il y a eu un vrai travail collectif de la part du UAE. Sur un terrain qui est loin des montagnes, hein. Enfin, non, en plus voilà. Oui, exactement. Exactement, c'est pas forcément là par exemple qu'on attend un joueur Almeida, mais voilà, il était absent hier, il a montré que mais on a la sensation que les mecs savent que Pogačar, vu l'état de forme qu'il a, ils vont tout donner parce qu'ils savent qu'il y a une victoire aux Champs-Élysées au bout et qu'ils peuvent gagner tous les jours quasiment. Mais c'est extraordinaire, il y a une espèce d'adhésion quand même à Tadej Pogačar qui semble très très clair. Donc compliment à UAE, compliment à la Groupama FDJ et compliment, Pascal, tu m'as dit à Arkea BNB Hotel. Place aux félicitations désormais. Se passe toujours un miracle. Félicitations. C'est exceptionnel. Oh là là. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Bon, est-ce qu'on met pas, qui ne met pas la Alpecin de Koenig? Moi-même. Rémi Dos Santos ne met pas la Alpecin de Koenig. Je mets pas la Alpecin parce que c'est trop facile. C'est Mathieu Van Der Poel quasiment tout seul. Évidemment qu'il y a eu un travail, c'est vrai, ils ont roulé derrière l'échappée en début de journée, mais dans le final, quand ça a sauté dans tous les sens,
C'était surtout Van Der Poel et c'est Van Der Poel un peu tout seul qui l'emporte. Je dis bien un peu tout seul avec des guillemets. Moi, je félicite la Groupama pour son trio dans le top 15 et pour du coup cette victoire. Un trio dans le top 15, c'est beau quand même. C'est quand même pas mal. Et cette victoire honorifique entre guillemets la Groupama, au classement par équipe. Enfin, hier, elle fait un doublé dans le top 10. Il y a Clément Russo et devant Paul Pénoët 6 et 7 et là ils sont à nouveau bien classés. Alors je dis peut-être n'importe quoi, peut-être pas 3 dans le top 15, mais c'est eux qui font le meilleur résultat. Il y a Romain Grégoire 4, il y a Guillaume Martin-Guionnet qui fait 16 et Quentin Paché 26. Mais voilà, ils ont 3 coureurs dans le top 26, donc dans le premier groupe, et c'est eux qui remportent l'étape. Au classement par équipe, c'est honorifique, mais ils auront les casques jaunes demain, ils sont leaders du classement par équipe, donc j'ai envie de féliciter ça. C'est bien argumenté. Vincent Barthaud, ton avis? Non, mais moi je reste avec Alpecin de Koenig, parce que voilà, depuis hier ils sont là aussi. Ils ont 2 victoires au bout de 2 jours. Ils ont le maillot jaune ce soir. Et le maillot vert aussi. Ou le maillot vert. Je crois qu'on peut pas faire autrement. Ouais. C'est recevable. Ok. Effectivement. Après, c'est le choix de la facilité. Mais oui, mais non seulement c'est la logique. C'est plutôt le choix de la logique. Ouais, effectivement. Pascal Chanteur. Écoutez, Vincent a raison, mais je suis aussi d'accord pour la Groupama FDJ parce Merci, que Pascal. Dans la côte de Saint-Étienne-au-Mont, ils ont pris la course à leur compte. Ils ont pratiquement fait exploser la course à ce moment-là. Rappelez-vous, ils sont une vingtaine en haut. Ça revient un petit peu par de l'arrière. Dans la côte d'Outreau, ça repète. Et ils sont encore 3 devant. Donc non, moi je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit aussi. Et mes félicitations. Même si Van Der Poel, c'est magnifique. Ouais, c'est extraordinaire ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc félicitations à la Groupama FDJ et félicitations aussi, à l'Alpecin de Koenig qui signe un doublé en 2 étapes. C'est quand même extraordinaire. Dans un instant sur Sud Radio, on va se projeter sur la première semaine, qui n'est pas une semaine en fait au final, qui va nous amener jusqu'au mardi 15 juillet. Oui, parce qu'on ne prend pas une étape de repos sur un 14 juillet et c'est un lundi, ce qui fait qu'on a une configuration particulière en ce début de Tour de France. On a une énorme première semaine avec tous les terrains qui vont être parcourus et on va se poser la question dans un instant, quelles sont les étapes reines, jusqu'à quand Mathieu Van Der Poel peut garder son maillot jaune et quelle est votre opinion sur ces étapes. À tout de suite sur Sud Radio. Vous êtes sur Sud Radio, on vient de vivre la 2e étape du Tour de France et on va désormais regarder l'avenir avec cette première semaine du Tour, une semaine quand même assez particulière, très longue, parce qu'on dit première semaine par définition, Rémi Dos Santos, parce qu'on a l'habitude de découper le Tour de France en 3 semaines. C'est pas tout à fait le cas cette année. Et non, exactement. Le 14 juillet tombe lundi prochain, jour traditionnel de repos. Mais du coup, on roule évidemment le 14 juillet, jour de fête nationale sur le Tour de France. Donc on a un premier bloc très long qui nous amène d'hier jusqu'à lundi prochain. Et du coup, on va avoir déjà 10 étapes de courues. 10 jours de course non-stop. Exactement, avant la première journée de repos. Alors, à quoi ressemblent ces prochaines étapes? On reste dans le nord déjà pour l'étape de demain. Exactement. Demain, on va direction. Alors attends, je reprends mes notes parce que Valenciennes Dunkerque. Merci. Ça va être une étape relativement plate. Ce sera pour les sprinteurs normalement, sauf problème. Attention quand même pour Benjamin Thomas et Matteo Verchet. Il y a encore un point de bonification pour le classement de la montagne à prendre au Mont-Cassel. Donc attention à pas tomber cette fois. Et entre le Mont-Cassel et Bergues, un potentiel coup de vent à surveiller. Attention toujours exactement aux bordures potentielles sur la fin du parcours, puisque évidemment Dunkerque on n'est pas loin de la mer, donc généralement ça peut être embêtant là-dessus. Du côté de l'étape de mardi, Amiens-Rouen, là ça va être encore une fois très casse-pattes, ça va monter, ça va descendre, notamment dans le final avec 5 difficultés répertoriées dans les 50 derniers kilomètres. Alors c'est du 4 et du 3e catégorie, mais évidemment ça va faire très mal, ça va étirer le peloton. Il y a quand même une côte qui s'appelle même pas côte, elle s'appelle rampe. Donc la rampe Saint-Hilaire, 800 mètres à 10,6%. Donc des vrais radars. Là pour le coup on est sur une rampe, très clairement, qui pourrait d'ailleurs une étape qui pourrait très bien, si encore une fois Mathieu Van Der Poel. La suite.
Le chrono, ça va être le premier gros temps fort, on a envie de dire, pour les coureurs pour le classement général, mais en fait c'est déjà lancé, donc ça va être l'opportunité pour certains de se rapprocher, pour certains de faire des écarts. Quand 33 km, c'est très plat, donc ce sera vraiment très roulant, mais avec des absents comme Ghana, Bisseguer, mais avec la présence des Remco Evenepoel, évidemment, il pourrait y avoir pas mal de choses. On poursuit entre Bayeux et Vire-Normandie jeudi prochain, du Calvados au Calvados en passant par l'Orne et la Manche. Là encore une fois, une étape assez décousue, très casse-pattes. Encore une fois, on a 6 difficultés, donc une à la toute fin, à 4 km de l'arrivée, c'est 1,2 km à 7% de moyenne, donc là encore Mathieu Van Der Poel pourrait l'emporter avant, et bien évidemment le gros temps fort vendredi de cette première semaine, de cette suite de première semaine, Saint-Malo, Mur de Bretagne, Gare-les-Dents, cette arrivée au sommet après 2 km d'ascension et près de 7% de moyenne, avec le un double premier passage, exactement, il y a un premier passage une trentaine de kilomètres avant, donc il y aura déjà potentiellement un premier écrémage, et puis un week-end un peu plus tranquille pour les organismes. Saint-Méan-le-Grand, Laval, Espace Mayenne, 171 km avec très peu de difficultés. Ce sera pas 100% plat, mais ça devrait se finir au sprint. Et le lendemain, le dimanche, Chinon vers Châteauroux, là encore 174 km. Ça devrait et se normalement, terminer c'est là que ça au sprint. s'arrête. Et ben non. Et normalement, ça devrait s'arrêter là. Mais non, on a une étape du 14 juillet qui va être n'importe quoi, tout simplement, avec aucun kilomètre de plat. Tu en parlais hier, Alex, quand on évoquait justement les étapes qu'on avait envie de suivre. Entre Enza et le Mont d'Or, puis de Sancy, il y aura 8 difficultés répertoriées. On va finir au sommet du Mont d'Or avec ces 3,3 km à 8% de moyenne. Pas un kilomètre de plat, ça va monter, ça va descendre, ça va être n'importe quoi. Alors la première question, on va voir l'avenir. Évidemment, vous savez qu'on est très bon pour ça. D'ailleurs, les oreillettes le prouvent, puisque Vincent Barthaud s'est imposé aujourd'hui avec Pascal Chanteur et Rémi Dos Santos. Ils avaient tous les trois vu Mathieu Van Der Poel au classement de l'oreillette. Eh bien, nous avons 2 leaders, Pascal Chanteur et Rémi Dos Santos. Alors là, ça compte pas pour le classement des oreillettes, mais on voit quand même l'avenir. Pascal Chanteur, Mathieu Van Der Poel, il est maillot jaune jusqu'à quand? Jusqu'au départ de Caen, du chrono de Caen. Alors je mets un bémol. Il est capable quand même de limiter les dégâts. Ça dépendra de savoir s'il est en capacité de gagner à Rouen et de prendre des bonifications. Et à partir du moment où on saura à l'arrivée, parce que demain Dunkerque, Philipsen, les sprinters, les purs sprinters vont s'en donner à cœur joie. Rouen, il peut encore décrocher la victoire d'étape, donc prendre des bonifications. Il faudrait absolument qu'il gagne à Rouen pour peut-être espérer pouvoir le garder après le chrono de Caen. Parce que il faut au moins qu'il ait une marge de plus de 50 secondes, une minute, une bonne minute, un peu plus d'une minute sur Evenepoel. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que s'il l'a à l'issue du chrono, il l'a jusqu'à la 10e étape, jusqu'au jour de repos. Inclus ou pas? Non. J'inclus pas l'arrivée au Mont d'Or. Je pense que c'est trop dur, un peu trop dur pour lui. Mais jusqu'à l'arrivée à Châteauroux. Mais ouais, voilà, jusqu'à l'arrivée à Châteauroux, je suis tout à fait d'accord avec toi, Pascal, parce que le Mur de Bretagne, ça lui va, Vire, ça lui va. Enfin, il y a quand même pas mal d'étapes qui sont pour un coureur comme Mathieu Van Der Poel. Vincent Barthaud, il le garde jusqu'à quand son maillot jaune, Mathieu Van Der Poel? Il va le garder jusqu'à Caen, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il le perd à Caen, donc, pour toi? Il le perd à Caen, oui. Puis déjà dans l'étape de Vire, il n'arrivera pas avec les meilleurs. L'étape de Vire, il y a 4000 mètres de dénivelé. C'est trop dur pour lui. C'est trop dur. Vraiment, elle est dure cette étape-là. Bayeux-Vire, elle est dure. Après Rouen, c'est vrai qu'aujourd'hui les finales sont dures aussi. Quand on voit par exemple un Pogacar qui pèse 65 kilos, lui on va pas oublier non plus qu'il a 10 kilos de plus. Van Der Poel, il pèse un poids, il a au moins 7, 8, 10 kilos de plus que Vingegaard ou que Pogacar. Dans les arrivées comme ça, faut voir ce qu'il est capable de faire. Mais l'arrivée de Rouen, elle est dure aussi. Rouen, c'est vraiment, on arrive du côté du mont Saint-Aignan, c'est vraiment pentu. Mais je pense, ceci dit, que de toute façon, même s'il nous a montré que l'autre jour, il était très fort dans le contre-la-montre du Dauphiné, il a épaté tout le monde. Je pense que là, on est quand même sur le Tour de France.
Et qu'au contre-la-montre de Caen, je le connais bien puisque je l'ai fait 2 fois, non seulement avec la ville de Caen, je vais le refaire mercredi. Alors je sais pas si je pourrais parler avec vous parce que je serais sûrement très fatigué, mais je le refais avec Mécénat chirurgie cardiaque. Et c'est un parcours où on va arriver à 54-55 de moyenne. Je pense que ça risque d'aller un peu vite pour Van Der Poel. Ah oui, Vincent, tu vas encore à 54-55 de moyenne? Ah non, pas moi. Il le fait en vélo électrique. Mais pas moi. Attention, avec un vélo électrique, je suis capable de rouler beaucoup plus vite. Ah ben oui, et j'entendais Pascal derrière qui rigolait. Ça oui, c'est. Ouais, Pascal, il rigole toujours. Mais vous savez, moi, depuis que j'ai su qu'il y avait le contre-la-montre de Caen, je me suis préparé. J'ai quand même perdu par rapport à l'année dernière 9 kilos. Waouh, bravo. C'est moi qui les ai pris. Je les ai trouvés, t'inquiète. J'ai mon ami Greg l'artiste qui est à mes côtés, qui pourrait très bien vous le confirmer. J'ai vraiment bien perdu du poids. Tout ça pour être au top à chirurgie mécénat cardiaque. Eh ben c'est très bien. Bravo, bravo mais Vincent. Blague à part, oui, Van Der Poel, je pense que il pourra pas l'emmener jusqu'à Mur de Bretagne ou Châteauroux parce que de toute façon, l'étape de Vire, il arrivera pas avec les meilleurs. Quelle est l'étape qui peut avoir une grande importance? C'est celle qui vous intéresse le plus, celle évidemment on va suivre toutes les étapes sur Sud Radio, mais celle que vous voulez absolument ne pas manquer, Pascal Chanteur, dans cette première semaine à rallonge. Ah, Pascal. C'est pour moi? Oui, c'est pour toi, Pascal. Excusez-moi, le Mont d'Or, Puy de Sancy. Ouais. Le Mont d'Or, Puy de Sancy, ça va être clairement le feu d'artifice, clairement. Hein. Vous avez 3, 6, vous avez 7 grimpeurs de 2e catégorie. Ça va être terrible. Et il suffit qu'il y ait un peu de chaleur comme on a eu ces derniers temps. Ça va être une hécatombe. En plus de ça, c'est ce que je disais tout à l'heure au départ de l'étape. Rendez-vous compte qu'il y a des coureurs qui ont roulé où il faisait entre 30 et 40 degrés ces derniers temps. Là, aujourd'hui, ils ont pris le départ à 15 degrés. Ils ont fini, ils faisaient 22, 23, donc très bien. Mais il va y avoir, il faudrait pas que ça continue de trop, parce qu'on va aussi avoir des coureurs malades. Parce que c'est systématique. Quand vous avez des fluctuations de température, vous avez aussi des coureurs qui tombent malades. Oui. Donc tout ça va faire que ça va être très aléatoire. Ouais, effectivement, ça peut être effectivement très difficile. C'est vrai que cette arrivée au Mont d'Or, Puy de Sancy, c'est une étape, c'est une des plus grosses étapes du Tour de France, 4400 mètres de dénivelé positif. Vincent Barthaud, laquelle, toi aussi, c'est celle-ci qui t'intéresse particulièrement, ou c'est celle chez toi, là, entre Bayeux et Vire? Non, mais c'est complètement 2 trucs différents. L'autre, c'est vraiment une étape de montagne où les meilleurs vont émerger, mais celle de Bayeux-Vire, après, il y a peut-être une échappée qui va partir. Voilà, c'est pour ça que ça sera difficile à Van Der Poel, s'il a toujours son maillot après le contre-la-montre de Caen, de la contrôler. Parce que ça va partir, il y a 4000 mètres de dénivelé, on n'arrête pas de monter, de descendre. Je peux vous assurer qu'il y a des côtes de 6-7 kilomètres. C'est la région de Thierry Gouvenou, c'est lui qui a fait le parcours, il les a corsés, l'arrivée elle est dure aussi. C'est donc elle sera difficile à contrôler. Mais si les leaders veulent vraiment faire la course dans cette étape-là, comme un Pogacar, parce que ça va être vraiment une étape pour lui. Voilà, il peut y avoir des différences, mais ça n'a rien à voir avec une étape dont vous parliez tout à l'heure, l'étape de montagne, où là on n'a jamais vu ça, incroyable cette étape-là. Donc si en plus il fait chaud, ça va être la galère. Ouais, Rémi Dos Santos, laquelle t'intéresse? C'est dur de pas dire le Mont d'Or Puy de Sancy, parce que il va y avoir une grosse échappée, il va y avoir Van Der Poel. Et Van Der Poel va être devant. Les coureurs seront sur le vélo depuis 8 jours, 9 jours. Et ce sera la 10e journée sur le vélo, avec 2 premières étapes qui sont courues très très rapidement. On rappelle qu'hier on était à 46 de moyenne. Là on n'était pas très loin, 42, 43. Donc voilà, il y aura des coureurs qui seront cramés, et on n'aura même pas vu la haute montagne, hein. On aura, là évidemment, on sera sur des premières ascensions qui seront déjà un peu difficiles, mais voilà, ce sera avant la journée de repos qui fera évidemment du bien. L'avantage qu'il peut y avoir pour les coureurs qui seront concernés justement par cette étape, c'est que les 2 étapes précédentes seront relativement plates. A priori, avec un peu de régénération. Voilà, il y aura peut-être moyen de souffler un petit peu, même si on voit bien depuis une dizaine d'années que on récupère plus sur les étapes de plaine. Donc voilà, il y a peut-être ça qui peut jouer.
Mais oui, pour moi, c'est vraiment la plus intéressante. Même l'étape qui finit à Vire me paraît ressembler à une étape comme aujourd'hui, donc ce sera très bien. Mais l'arrivée au Mont d'Or, ce sera n'importe quoi du début à la fin. L'étape de Vire, elle est plus dure que celle d'aujourd'hui. Hein. Oui, mais je parle d'une manière générale. Avec il y a plus de montées, etc. Mais globalement, ça monte et ça descend. Mais c'est surtout des petits radars, c'est ça que je veux dire avant tout. À nous, dans l'étape de Vire, il y a des 5, 6, 7 km de montée. Hein. Tu sais pas si tu peux mettre le gros ou le petit plateau. Et d'ailleurs, on appelle ça les Suisses normandes. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la première fois que j'entends ce terme, pour être honnête, Vincent, tu vois. Oui, la Suisse normande, c'est vous avez d'un côté le Pays d'Auge. Là, c'est arrivé le sud de la Suisse normande parce que c'est là qu'on a la première fois eu le pâturage. Ça s'est appelé la Suisse normande, effectivement. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est très joli. Oui, écoute, il n'y a pas d'explication, mais au moins c'est beau. Voilà. Pascal Chanteur, t'as fait craquer Pascal là, Vincent. Il nous l'a mis à l'envers, là, le Vincent, il nous l'a. Il a tenté de broder quand même. Ce joueur de pipeau. Non mais c'est vrai que ça a l'air quand même très vallonné et il y a des, tu vois, je regardais la côte de Saint-Michel de Montjoie, c'est quand même pas marrant. 3,4 km, 3,7 km pardon, avec des passages à 8-10% dès le début. D'ailleurs, c'est une rampe à 9, donc c'est franchement difficile. On se régalera du côté de Vire. Il y a le Mont Pinson, il y a plein de choses qui sont, c'est vraiment une étape dure. D'ailleurs, un jour, nous, si on pouvait se retrouver un petit peu en fin d'été après les vacances, on pourrait y venir faire tout ce petit parcours ensemble en vélo, casser une petite croûte du côté de Pont-Érambourg, et vous verrez que c'est pas facile. Ah bah non, mais je te crois. Hein. On te croit, hein, Vincent. On n'a pas besoin de vérifier. Hein. Moi, je suis team Pascal. Hein. Vincent, il n'y a pas besoin de faire un tour de vélo. On cassera juste la croûte. C'est une bonne idée. Exactement. Et d'ailleurs, dans ce livre qui s'appelle C'est meilleur quand c'est bon, il y a un hors-série qui est sorti dans ce magazine, le Tour de France de la bonne bouffe. Et tu vois, sur ce Bayeux-Vire-Normandie, on nous conseille la rapière à Bayeux, le bouillon à Flers. On nous conseille aussi le manoir de la Pommeraye à Vire. Et enfin, c'est une valeur sûre apparemment au Gaillot, à Bagnoles de l'Orne, où on se régale. Voilà, il paraît. Donc c'est des petits restaurants conseillés du coin. En plus, à Bagnoles de l'Orne, c'est réputé pour faire du pédalo. Ça sera plus facile pour nous. Je suis plus à l'aise en pédalo. C'est peut-être ça, effectivement. On est peut-être meilleur là-dessus. Dans un instant, sur Sud Radio, on va parler de ceux qui ont beaucoup pédalé dans leur carrière et qui ont même eu la chance de gagner des étapes sur le Tour de France. Ils sont 848 coureurs à avoir remporté une ou plusieurs étapes du Tour de France, et c'est un livre gigantesque de Jérôme Bergot qu'on reçoit dans un instant sur Sud Radio, plus de 675 pages. C'est aux éditions Talent Sport. Je vous le montre à l'image. Au 0826 300 300, vous appelez, vous donnez le vainqueur de l'étape du jour, donc de cette deuxième étape que vous avez vécue, 0826 300 300, et vous remportez ce magnifique livre Tour de France, tous les vainqueurs d'étape de 1903 à nos jours. Jérôme Bergot est notre invité dans quelques instants. Vous êtes sur Sud Radio et vous vivez le Tour de France avec toute l'équipe, avec Vincent Barthaud, Pascal Chanteur, Rémi Dos Santos, Quentin Cabanis, Quentin Fredon. Revivez tous les meilleurs moments aussi sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes plus d'1 million d'abonnés. Merci de nous écouter, merci de nous suivre, de nous regarder aussi puisque nous sommes filmés. On est sur sudradio.fr et sur l'application Sud Radio. On va parler des 848 coureurs à avoir eu la chance, l'audace, le talent de remporter une ou plusieurs étapes du Tour de France, de Maurice Garin à Tadej Pogačar, Victorio Anis en 2024. Ils sont 848 coureurs à avoir remporté une ou plusieurs étapes du Tour de France. C'est un magnifique livre, alors c'est pas du tout péjoratif, un véritable
pavé de 675 pages. Ils ont fait le choix de ne pas choisir chez Talent Sport et c'est pour notre plus grand plaisir. C'est un superbe livre que je vous montre où c'est une véritable bible du cyclisme de 1903 à aujourd'hui. Et évidemment, dedans, eh bien, on retrouve Vincent Barthaud. Tiens, Vincent, je vais tout de suite aller à ta page, tu vois. Je me fais un petit plaisir. Et d'ailleurs, ce livre qui est signé Jérôme Bergon, on vous l'offre au 0826 300 300. C'est Jérôme qui a été le plus prompt. Bonsoir Jérôme. Tant pis. Allô Jérôme. Alain. Ah, c'est Alain, peut-être. Pardon, c'est Alain. Alain, Quentin me dit Jérôme, mais c'est Alain, bien évidemment. Alain, vous avez été le plus prompt à nous appeler. Qui s'est imposé aujourd'hui dans cette deuxième étape, Alain? C'était Mathieu Van Der Poel. Oui, c'est gagné pour vous, Alain. Bravo Alain de Toulouse, fan de rugby, fan de cyclisme. Est-ce qu'on fait un choix quand on est habitant? Ah bah voilà, il n'y a pas de choix à faire du côté de Toulouse. On aime les deux. On va vous envoyer ce livre. L'éditeur Talent Sport va vous l'envoyer. Il faudrait bien qu'on prenne toutes vos coordonnées, évidemment, hors antenne. Alain, est-ce que vous pratiquez un petit peu le vélo? Oui, tout à fait. On a fait aujourd'hui une cyclo-sportive à Lourdes, à Argelès-Gados. Argelès-Gados, ah oui, donc c'est bonne cyclo. Alors c'est encore la vallée, mais bon, dès qu'on sort d'Argelès, ça monte tout de suite, Alain. Ouais, c'est ça. Ça rigole pas trop là-bas. D'ailleurs, on va pas être très loin. Loudanviel, Périgueux, on se rapprochera. On va passer aussi à Luchon, Super Bagnères. Vous allez faire quelques étapes du Tour de France cette année, Alain? Non, le boulot aujourd'hui cette année. Ah mince, je peux comprendre. Ouais. Tout à fait. Bon, en tout cas, vous serez à l'écoute de Sud Radio. Alain, oui. Alain, reste bien avec nous. On va prendre toutes vos coordonnées hors antenne. On va prendre toutes vos coordonnées hors antenne, Alain. Et puis on va pouvoir, on vous reprend dans un instant puisqu'on est avec l'auteur de ce magnifique livre, Jérôme Bergot. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous signez ce livre Tour de France, tous les vainqueurs d'étapes de 1903 à nos jours. Je le disais, et c'était absolument pas péjoratif, que c'était un véritable pavé. Quand je l'ai reçu, il faisait la taille de mon casier à Sud Radio. 688 pages. Un livre, vous avez fait le choix de ne pas choisir. Et ça, je trouve ça assez génial. J'en parlais d'ailleurs avec Philippe de Talent Sport. Il a fallu presque réduire le nombre de pages tellement il y avait de choses à dire. Jérôme Bergot, vous avez répertorié les 848 coureurs à avoir remporté une ou plusieurs étapes du Tour de France. Quel travail! Voilà, ils sont nombreux, les vainqueurs d'étapes. Il y a 20, 25 étapes par année, 7, 8, 10 coureurs différents qui l'emportent chaque année. Donc oui, il y a une belle collection. Pour l'instant, on a 2 vainqueurs d'étapes sur le Tour 2025 qui avaient déjà gagné des étapes. Donc le nombre n'augmente pas, mais il augmentera à n'en pas douter. Ah ben bien sûr. Comment vous avez fait pour compiler autant d'informations sur tous ces coureurs? Est-ce qu'on est sur l'idée de 848 portraits en fait? Oui, tout à fait. Alors, il y a des coureurs que j'ai connus, moi, dans ma carrière. Donc là, c'était pas très compliqué. Des coureurs que j'ai vus avant, souvent la télévision, c'est pas très compliqué. Des coureurs que d'anciens coureurs connaissent. Donc, toute la période depuis 1947 à nos jours, elle n'était pas très compliquée à défricher. Celle d'avant la Seconde Guerre mondiale, oui, c'était plus compliqué parce que ça fait un peu loin. Bien évidemment. On retrouve la trace, parce qu'un vainqueur d'étape du Tour de France, c'est pas un coureur ordinaire. C'est un coureur qui a gagné une étape dans la plus grande course du monde. Et donc, quelque part, il y a toujours sa trace. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de remettre à l'honneur certains coureurs qui avaient un peu disparu de la mémoire collective. Parce qu'on se souvient très bien des grands vainqueurs, les Merckx, les Bernard Hinault, et on se souviendra de Pogačar aussi. Mais il y a d'autres coureurs qui ont gagné beaucoup moins d'étapes qu'eux, mais qui, néanmoins, au moins une fois gagné une étape, et pour eux, c'était un jour de gloire. Vous savez, Jérôme Bergot, on a comme consultant Pascal Chanteur et Vincent Barthaud. Vincent qui est là avec nous. Vincent, tu avais déjà connu la gloire, toi, Vincent, en portant le maillot jaune en 84, mais tu as la chance et le talent et le bonheur de t'adjuger une étape en 1989. Et Vincent, tu es dans ce livre, je te le dis, tu es là, et on souligne notamment super gentil, ouais. Toi aussi qui est d'ailleurs auteur, désormais, Vincent. Qu'est-ce que ça fait de remporter une étape du Tour de France, Vincent Barthaud? Je vais laisser répondre Pascal.
Non, t'es pas gentil. T'es pas gentil. Qu'est-ce qu'il est méchant de faire ça. Non. Qu'est-ce que c'est vache. Mon Dieu. Il aurait pu en gagner, Pascal. Oh, la violence. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera que partie remise. La vengeance se payera très très cher. Oui, qu'est-ce que ça fait? Bah, écoutez, ça fait forcément plaisir parce que c'est ça fait quand tu fais ce métier-là, quand t'es jeune, tu commences en minime cadet, t'as envie d'être coureur cycliste professionnel, ton rêve c'est de participer au Tour de France. Après, non seulement de participer, forcément c'est d'essayer de gagner l'étape. Après de gagner l'étape, c'est d'essayer de porter le plus beau maillot du monde, le maillot jaune. Et effectivement, quand tu arrives à en gagner une, voilà, c'est le rêve, c'est l'aboutissement de tout un rêve, de toute une jeunesse. Mais encore une fois, c'est notre métier, donc c'est tellement pas évident de gagner qu'on s'en rencontre pas forcément avant de gagner à Marseille. Je rappelle quand même qu'on avait gagné avec Renaud Elf les 2 étapes contre la montre du Tour de France, donc ça a été une joie un peu différente. Vaut mieux gagner individuellement, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai eu la chance de pouvoir comparer un peu les deux. Qu'est-ce que donnait le maillot jaune et qu'est-ce que donnait une étape du Tour de France? Donc c'est vrai, mais c'est beau. Mais toutes les victoires sont belles chez les professionnels. Il n'y a pas de petite course. Pascal, on en parlait tout à l'heure, il a aussi gagné le Grand Prix de Rennes. Non, mais je blague pas là. Il a gagné le Grand Prix de Rennes. Je peux vous assurer que les Grands Prix de Rennes, c'est aussi une étape du Tour de France, même s'il y a un peu moins de coureurs. Mais faut pouvoir gagner chez les pros. C'est surtout ça que je veux dire. Moi, je retiens pas forcément ceux qui ont gagné les étapes sur le Tour. Je retiens ceux qui font ce métier-là qui est difficile et ceux qui arrivent à gagner des courses chez les professionnels. Il n'y a pas de petite victoire. Et Jérôme Bergaud, c'est ça aussi que vous retracez dans votre livre, c'est que là on a 848 champions et il y a des histoires très connues, il y a des champions extrêmement connus, il y en a d'autres un petit peu moins. Lequel vous voulez par exemple mettre en lumière là, si je vous pose la question, Jérôme Bergaud? Oui. Moi j'aime bien une victoire d'un coureur qui a disparu il y a quelques années, qui s'appelait Jean-Louis Gaultier. Je ne sais pas si Vincent Barthaud j'ai bien connu. Voilà. Parce que quand j'étais consultant, après je le voyais souvent quand j'étais sur les courses. Non, j'ai très bien connu Jean-Louis, ouais. Alors il a gagné l'étape du Tour 1980 à Compiègne. Il était dans une échappée de 5 coureurs qui est allé au bout, et dans ces 5 coureurs, il n'était pas le favori, parce qu'il y avait un Néerlandais qui s'appelait Jerick Netman, qui était le chasseur d'étapes par excellence de l'équipe Tir-à-Lègue, un coureur qui pouvait gagner toutes les étapes de plaine, qui était puissant et malin. Mais c'est Jean-Louis Gaultier qui a été le plus malin ce jour-là, parce qu'il a démarré dans le dernier virage à 500 mètres de la ligne. C'était une étape qu'il connaissait parce qu'il avait déjà couru par là. Et quand vous voyez la joie qu'il a sur son visage, je trouve que c'est sans doute la plus belle victoire de sa carrière, parce qu'il n'a pas gagné beaucoup de courses. Il a porté le maillot jaune, lui aussi, quelques années plus tard. Et là, sa victoire d'étape, là, elle est magnifique. C'était un coureur qui n'était pas très connu du grand public, qui n'était pas un très grand coureur, mais qui a gagné une très belle étape. Et puis, il est entré dans la légende du Tour grâce à ça. Et ça, c'est ça qui est très très beau. Tiens, si on fait un petit tour de table, tout le monde y participe, même Alain, un autre auditeur qui est du côté de Toulouse, d'ailleurs, qui a remporté votre livre, Jérôme. Si on fait un petit tour de table, on commence par toi, Pascal. S'il y a un vainqueur, une victoire qui t'a procuré une émotion et qui n'est pas forcément facile à expliquer, mais quelque chose de personnel, une émotion particulière devant ta télé ou quand tu étais dans le peloton, est-ce qu'il y a une victoire d'un coureur qui t'a procuré cette surprise-là, ce plaisir-là? Écoutez, ce qui me revient en tête en particulier, peut-être parce que c'est un ami, mais Christophe Agneluto, la seule victoire française du Tour de France, je crois 2000. Oui, 2000. Et l'équipe, on était en difficulté, on avait du mal, on se cherchait sur ce début de Tour de France. Et lors de l'étape, l'arrivée à Limoges, il a attaqué, il commençait à faire un peu mauvais, on a pris des giboulées, il a attaqué juste un petit peu avant, il est parti, il a su résister et il gagne l'étape à Limoges. Donc oui, Christophe Agneluto, cette année-là, c'était un bon souvenir. Rémi Dos Santos, est-ce qu'il y a un vainqueur, une victoire qui t'a marqué, toi? Oui, là, immédiatement, c'est la victoire de Cyril Dessel à Jauziers lors du Tour de France 2008. Ok. Pourquoi? Parce que 2 ans avant, Cyril Dessel prend le maillot jaune
sur une échappée en arrivant dans les Pyrénées. Je ne connaissais absolument pas Cyril Dessel avant ça. Et donc je me suis pris d'affection pour lui. Il finit top 10 de ce Tour de France 2006. Il le perd malheureusement son maillot au profit de Floyd Landis, l'incroyable Floyd Landis, le lendemain. Mais voilà, moi ça m'avait marqué. Donc j'étais tombé amoureux de Cyril Dessel. Et donc cette victoire 2 ans après à Jauziers m'avait comblé de joie. Ouais, Vincent Barthaud, est-ce qu'il y en a une toi qui te vient à l'esprit? Ma mienne. Ouais, non mais tu peux, bien sûr. En même temps, forcément, c'est celle qui a dû lui donner le plus de joie. Celle de 89, elle est quand même incroyable, hein. Oui. Non mais blague à part, moi j'ai bien aimé celle de Pierre-Henri Montéour, qui était un bon copain à moi, qui fait plus partie de ce monde malheureusement aujourd'hui. Quand il avait gagné je pense qu'il gagne à Blagnac ou à Bordeaux, je me souviens plus. Il peut peut-être me le dire, le monsieur là. Mais où est-ce qu'il a gagné en 84 ici? En 84, c'est l'année où l'équipe Renault gagne quasiment la moitié des étapes. Alors, c'est le sud de la France, c'est pas Bordeaux, ça doit être Blagnac alors. C'est Blagnac, voilà. Et il a une joie incroyable. Il est à 10 mètres de l'arrivée. Il voit qu'il va gagner. Et avec ses bras là, s'il avait perdu les mains, c'était pareil. Mais il n'arrêtait pas de faire de gesticuler. Il était trop heureux. Ouais, voilà. C'était un bon souvenir pour moi ça. Ouais, ça c'est vrai que c'était. Après, j'ai aussi eu celle de Pascal Jules qui a gagné à Nantes. Qui est plus parmi nous non plus. Putain, et voilà, ça c'est vrai que c'est mes propres équipiers, mais encore une fois, vous savez, gagner l'étape, il faut aussi avoir la chance avec ses équipiers, avec son équipe. Des fois, c'est un copain qui va partir dans l'échappée qui va gagner, alors qu'à un moment, peut-être une seconde d'hésitation, c'est toi qui attaques et c'est toi qui pars et c'est toi qui gagne. Donc c'est en fait un succès collectif. Quentin Cavanis. Moi, ce sera pour Barguil en 2017, l'étape entre Saint-Giron et Foix. C'était la 13e étape et c'est notamment grâce à ça qu'il remporte le maillot à poids. Ouais, moi, c'est avec son maillot de champion de France quand il a gagné. Et moi, c'est Brice Feuilleux à Andorre. Arcalis en 2009. Moi, ça m'a marqué. Incroyable. J'étais comme un fou devant ma télé. On s'y attendait pas du tout. Et quand il s'extrait de ce groupe de 6 coureurs là, extraordinaire, Brice Feuilleux qui s'impose comme ça à Andorre. Il avait 24 ans, le gamin. C'était extraordinaire. Quentin Fredon, rapidement. On va se remémorer des très bons et des très mauvais souvenirs. Tour de France 2019, 14e étape, victoire de Thibaut Pinot devant Julien Lafilippe au Tourmalet. Ouais, ça, incroyable. Ouais, incroyable. C'est vrai qu'elle est belle. Alain, notre auditeur de Toulouse, est-ce que tu en as t'en as une victoire là qui te vient en tête? Jean Lavert, en Auvergne, quand il était sorti, je crois que c'était en Auvergne, dans un mur, le mur, je sais plus lequel, je pense qu'il avait gagné au sprint. Ouais, ça te revient comme ça, Alain. En tout cas, toi, tu remportes ce livre, Tour de France, tous les vainqueurs d'étape de 1903 à nos jours. Merci Jérôme Bergaud d'avoir été avec nous. Magnifique livre, un travail monumental pour collecter toutes ces informations. Et c'est à acheter dans toutes les meilleures librairies. Tour de France, tous les vainqueurs d'étape de 1903 à nos jours. Merci Jérôme Bergaud. Merci à vous. C'était aux éditions Talent Sport. Merci Vincent Barthaud, Pascal Chanteur. Merci à vous les gars. Merci à vous. Et évidemment, on continue de suivre le Tour de France. On continue nos oreillettes, bien évidemment, durant toute la durée du Tour de France. Merci Quentin Fredon pour les réseaux sociaux, Quentin Cavanis à la réalisation, Rémi Dos Santos pour les commentaires. Belle soirée à tout le monde. Et la soirée continue évidemment sur l'antenne de Sud Radio.